Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à la littératie en santé, qui a pour titre donc de la sensibilisation des publics à l'engagement des structures. Je vais rapidement peut-être, avant de laisser Marie Persiani, notre directrice chez Promotion Santé Grand Est, qui introduira ce webinaire, simplement rappeler quelques petites règles concernant les webinaires, ou en tout cas voilà, indiquer que, il y aura un temps qui va être consacré à la discussion à la fin de notre échange. Donc, voilà, n'hésitez pas à écrire vos questions. Il existe une partie qui s'appelle Conversation, en tout cas un onglet qui s'appelle Conversation dans Teams, qui vous permet éventuellement de poser des questions à l'écrit. Et puis, on a des personnes de l'équipe qui feront remonter ces questions-là au moment des échanges. Ensuite, pour le reste, faites attention, parfois, si vous êtes déconnecté, reconnecté, il n'est pas impossible que votre micro s'active. Donc, faites attention à bien désactiver votre micro. Des fois, les gens ne se rendent pas compte que leur micro est activé et que ça peut gêner des échanges. Donc voilà, petite alerte par rapport à ça. Et puis, je voulais aussi signaler que ce temps d'échange sera enregistré aussi afin qu'on puisse partager le webinaire en vidéo à d'autres personnes qui n'auraient pas pu être présents. Je fais simplement un petit point concernant le programme. Donc, tout d'abord, il y aura une introduction du webinaire faite par Marie Persiani, donc directrice générale de Promotion Santé Grand Est. Ensuite, j'aurai l'honneur de vous présenter la partie consacrée à la définition et aux stratégies d'intervention en matière de littératie en santé. Puis, je donnerai la parole à Delphine Thésée, qui est chargée de projet chez Culture et Santé, une institution belge, qui va présenter cette institution, donc Culture et Santé, ainsi que les outils qu'ils produisent. Et puis, ensuite, on pourra passer à un temps d'échange et de discussion. On a à peu près 2 heures voilà, 2 heures ensemble à passer autour de ce webinaire en littératie en santé. À nouveau, n'hésitez pas à poser des questions dans la conversation et je vais donner la parole incessamment sous peu, ou en tout cas directement à Marie Persiani pour une introduction. Merci Julien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de vous voir si nombreux devant vos écrans. Eh bien, je voudrais d'abord remercier notre financeur, l'Agence régionale de santé, qui nous permet d'organiser ce webinaire aujourd'hui. Et puis remercier également Culture et Santé, Delphine Thésée, pour sa participation à notre webinaire. Et puis enfin, l'ensemble des participants, donc toutes et tous, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous pour ce webinaire. Alors, diapo suivante, peut-être rapidement pour les personnes qui ne nous connaissent pas, rappeler que nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif, qu'on s'appelait IREPS Grand Est jusqu'à la fin 2023 et que depuis 2024, nous nous appelons Promotion Santé Grand Est, que nous faisons partie d'une fédération nationale, la Fédération de Promotion Santé, et que dans chaque région, vous avez une structure qui s'appelle Promotion Santé et qui vise aux mêmes missions et répond aux mêmes valeurs et aux mêmes stratégies, à savoir pour nos deux finalités, l'amélioration de la santé des populations et la contribution à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Et nous sommes animés par un certain nombre de valeurs et de principes en promotion de la santé. La promotion durable de la santé, notamment à travers le plaidoyer autour de la stabilité de financement, autour de l'importance des partenariats dans les territoires, la valorisation des dispositifs, des services qui existent, et puis bien évidemment le soutien politique aussi qui va favoriser cette promotion durable de la santé, le respect de la dignité humaine, l'équité en santé. Donc nous essayons à notre échelle de contribuer à des mesures correctrices en santé qui permettent de corriger finalement les écarts liés généralement à la défaveur sociale, les conditions socio-économiques des personnes qui vont avoir une influence sur leur santé. Nous accordons une importance très importante à la question de la démocratie et derrière cette démocratie, pardon, la question de la participation des populations, que ce soit dans l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation des politiques, des projets qui sont donc mis en place sur les territoires et qui concernent la santé.
Et enfin, la responsabilité au sens de la capacité des personnes à faire des choix pour qu'elles estimeront bon pour elles ou pour les autres, et la question d'une responsabilité partagée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les personnes qui sont responsables de leur santé, mais bien également les politiques, finalement, de manière générale, dans la manière dont ils vont pouvoir aider à accéder aux services qui vont contribuer à la santé, par exemple. Donc, responsabilité partagée autour de la santé qui fait que ça nous anime aussi, nous, acteurs, sur ce que nous, on peut faire pour permettre aux personnes, là aussi, de pouvoir faire des choix éclairés par rapport à leur santé. Donc, nous sommes une équipe de 45 personnes en Grand Est qui sommes donc diplômés ou à travers des masters ou des doctorats sur un certain nombre de sujets, donc santé publique, sociologie, travail social, sciences économiques, politique de santé, psychologie, nutrition, activité physique, information, communication, donc un champ de compétences assez large et varié, avec une organisation qui s'articule donc autour de l'expertise sur les sujets de santé et également sur le territoire, puisque nous sommes implantés sur 8 sites dans le Grand Est pour être en proximité des acteurs, les acteurs étant entendus au sens large, hein, ça peut être autant des décideurs, des financeurs, des élus locaux, des professionnels de terrain, des populations. Donc, c'est très large. Autour de nos missions, donc première mission, l'accompagnement méthodologique des projets. Il s'agit d'accompagner, je vous l'indiquais, les professionnels, les acteurs autour de leurs projets en matière de santé, que ce soit des professionnels de santé, du soin, de la prévention, mais aussi les professionnels du social, du médico-social, de l'éducation, de l'environnement, de la justice, etc. Donc c'est très varié et nous aidons les acteurs à penser leurs projets, identifier des besoins, prioriser parfois des problématiques sur lesquelles ils veulent travailler. On les aide aussi à construire leur projet, à le mettre en œuvre, à l'évaluer. Donc ça, nous sommes notamment financés par l'Agence régionale de santé pour pouvoir proposer cet accompagnement aux acteurs. Nous sommes également un organisme de formation certifié Calliope. Donc nous menons des formations, que ce soit sur les stratégies efficaces en santé, la réduction des inégalités, l'aller vers, l'entretien motivationnel, l'éducation thérapeutique du patient. Enfin bref, c'est très vaste. Notre mission, une de nos missions, c'est aussi la vulgarisation, la diffusion de savoirs. C'est à la fois les savoirs scientifiques, comment on peut les vulgariser, les rendre accessibles, ben, notamment à travers le webinaire qui nous réunit aujourd'hui. Mais c'est aussi comment diffuser des savoirs liés à l'expérience. Donc, par exemple, par rapport à vous, votre expérience d'acteur de terrain, comment on peut colliger ces savoirs de terrain, comment ils peuvent venir nourrir aussi l'action orienter des politiques et également des projets en matière de santé. Donc, ils ont pour nous autant de valeur que les savoirs qu'on va pouvoir retrouver dans la littérature. Et l'idée, c'est aussi de croiser les deux pour diffuser donc, des savoirs partageables permettant aux acteurs de réfléchir à leurs pratiques en matière de santé. Enfin, nous développons également des projets, soit seuls et bien plus souvent avec des partenaires sur des thématiques sur lesquelles on a envie de travailler ou en répondant à des appels à projets. Et donc aujourd'hui, Julien Aimé va particulièrement vous illustrer le webinaire de littératie à partir d'un projet qu'il a donc mené qui s'appelle Litéragir, qui entre donc dans le cadre de cette mission de développement de projet. Nous réalisons également des études. L'idée, c'est de pouvoir produire aussi de la connaissance et la partager auprès des acteurs de terrain. Donc, nous menons des diagnostics, parfois des diagnostics locaux de santé ou des diagnostics dans des structures. Nous réalisons également des enquêtes thématiques, des évaluations. Nous menons aussi des capitalisations au sens du portail porté par la Société française de santé publique. Et nous travaillons aussi bien sur la littératie en santé que sur la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, sur le lien social dans les EHPAD pour les personnes âgées, sur les questions de santé-environnement, sur les compétences psychosociales. Bref, là aussi, c'est très varié.
Et enfin, nous avons une dernière mission d'accompagnement méthodologique des politiques publiques, donc notamment auprès de l'Agence régionale de santé, mais aussi auprès des collectivités locales, dans le cadre des contrats locaux de santé ou dans le cadre des projets que peuvent porter une maison de santé pluriprofessionnelle ou également un centre social, etc. Donc nous accompagnons aussi les décideurs dans l'élaboration, la mise en œuvre ou l'évaluation des politiques. Voilà pour nos missions. Et puis maintenant, venons à l'essentiel. Donc, pourquoi travailler sur la littératie en santé? Pourquoi nous, en tout cas, on a souhaité travailler sur la littératie en santé? Alors, il faudrait passer un petit peu le diapo. Merci Julien. D'abord parce que, non, alors voilà, merci. Donc, d'abord parce que avoir un bon niveau de littératie en santé ça permet d'améliorer la santé et la qualité de vie des personnes. Alors, si on s'en tient déjà, j'allais dire, à cette approche peut-être un peu restrictive de la santé en termes sanitaires, en termes de compréhension peut-être du système de santé ou du système de soins, eh bien, la littératie, elle va permettre aux personnes d'avoir justement une meilleure compréhension du système de soins, donc une meilleure utilisation de ce système, un meilleur recours aux soins, c'est-à-dire une possibilité d'être pris en charge plus rapidement, une meilleure également adhésion à des programmes en lien avec la santé, parce qu'une meilleure compréhension de ce que ces programmes peuvent apporter. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est aussi le renforcement du pouvoir d'agir des personnes, soit individuellement, soit collectivement, ces personnes faisant elles-mêmes partie soit d'une communauté de salariés ou d'habitants dans un quartier. Et donc, à ce titre, la littératie, elle permet à la fois à la personne d'être plus autonome, de pouvoir faire des choix vis-à-vis de sa santé, de comprendre là aussi des enjeux de santé, de pouvoir partager des informations avec son entourage, etc. Et de permettre aussi à la personne de s'intéresser davantage à sa santé, aux questions liées à sa santé, parce que n'oublions pas aussi que quand on parle notamment de diffusion d'informations, il faut aussi que la personne soit désireuse de recevoir cette information pour que cette information elle puisse être utile. Deuxième élément, la littératie permet de réduire les coûts de santé, mais parce que on le comprend à travers ce que j'ai pu dire dans le premier élément sur la santé, les personnes qui ont plutôt un faible niveau de littératie en santé, elles vont entrer dans des parcours de soins plus tardivement, elles vont avoir plus souvent recours aux urgences et avec potentiellement des états de santé dégradés, des soins plus lourds notamment. Donc là, plutôt justement dans une approche autour du soin. Et enfin, plus largement, autour d'une approche de la santé qui considérerait aussi bien les questions de conditions de logement, d'habitat, d'emploi, de transport, de moyens d'être mobile, etc. Si on prenait vraiment cette approche large de la santé, eh bien, la littératie permet aux personnes de mieux identifier aussi les services, les ressources qui existent sur leur territoire, de comprendre aussi les conditions qui permettent de déterminer leur santé et aussi de savoir comment les changer, comment les faire évoluer. Elle renforce, comme je l'ai dit plus haut, aussi la capacité des personnes à s'organiser et à se saisir des ressources dont elles disposent. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un écart qui est beaucoup lié à la question de la défaveur sociale, des conditions dans lesquelles les personnes vivent et donc de leur niveau de ressources. Et enfin, donc pour terminer, j'évoquerai le projet Littéragir. Oui, c'est ça, merci. Donc, que Julien Aimé va vous présenter de façon plus détaillée, qui, en fait, on a eu envie d'aller regarder dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale comment des personnes qui pouvaient avoir des conduites addictives, des personnes hébergées dans ces structures, comment elles eh bien, entendaient la question de la littératie en santé et comment les acteurs, les professionnels de ces structures pouvaient eux-mêmes considérer ce concept, comment ils prenaient en compte le niveau de littératie en santé des personnes dans ces structures, et enfin comment les structures d'addictologie qui intervenaient dans ces CHRS
eh bien, identifier elle-même aussi les attentes, les besoins et aussi comment elle percevait ce qu'elle mettait en œuvre pour pouvoir finalement prendre en compte le niveau de littératie des personnes et agir pour une meilleure finalement utilisation des services par les personnes. Donc, il y a eu des recommandations qui ont été produites, travailler avec les professionnels du travail social et de l'addiction, on peut dire aussi avec les personnes elles-mêmes. Et puis, ben, on est très content parce qu'on a aussi pu travailler avec l'Agence régionale de santé qui nous finance dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions et qui est en train de réfléchir à l'intégration de ces recommandations dans sa politique en matière de lutte contre les addictions. Et je vais maintenant laisser la parole à Julien Aimé, donc autour du projet Litéragir. Merci Julien. Merci beaucoup Marie. Donc effectivement, ce projet Litéragir, j'en présenterai dans le déroulé j'en présenterai des exemples pour justement montrer ce qu'est la littératie en santé, essayer de donner du grain à moudre pour justement avoir une compréhension la plus large possible. Donc à la fois à partir de ce projet, puis vous le verrez à partir d'autres exemples qui ont été choisis exprès pour pouvoir montrer en tout cas simplifier la complexité de ce concept. Donc, je suis Julien Aimé, chargé d'ingénierie et de projet en promotion de la santé à Promotion Santé Grand Est, et également docteur en sociologie. Je vais tout d'abord vous proposer donc un petit propos introductif. Ensuite, je vous proposerai un temps sur les composantes, en tout cas ce qu'est la littératie en santé, la définition et puis de quoi est constituée la littératie en santé. Ensuite, on ira vers les enjeux en matière de littératie en santé, dont Marie Persiani a déjà parlé en introduction, sur lesquels on reviendra. Et puis enfin, essayer d'identifier à partir de ces éléments, à partir du travail Littéragir, à partir aussi des textes qui existent, des documents qui sont produits sur le sujet, essayer d'identifier quelques stratégies, pas exhaustives, mais en tout cas quelques stratégies pour permettre de travailler la littératie en santé. Je vous préviens, j'ai perdu un petit peu ma voix ces quelques jours. Il est possible que pour l'instant, ma voix soit comme ça. Elle sera peut-être un peu dans un état moins confortable dans quelques minutes. Mais bon, je vais essayer de me maintenir au mieux. Donc, pour introduire, simplement dire que notre quotidien peut être fait de questions et d'informations relatives à la santé. C'est des questions qu'on peut se poser à la fois au quotidien, mais aussi dans sa vie, qui vont concerner des questions liées de près ou de loin à la santé. Ces questions, ça peut être, est-ce que je prends les escaliers, pardon, ou l'ascenseur? Est-ce que j'ai fait mes 10 000 pas aujourd'hui? Ça, c'est une injonction qu'on connaît parfois bien et des fois, soit nos montres connectées ou nos téléphones nous le rappellent. Si vous avez pris un cachet d'aspirine, vous allez vous demander, est-ce que j'en ai déjà pris un il y a 2 heures, est-ce que je peux en reprendre un? Ou est-ce que je dois envoyer ma feuille de soins? Ça, c'est une question que moi, je me pose à titre personnel à chaque fois que j'ai une feuille de soins. Dois-je faire vacciner mon enfant contre la gastro-entérite? Voilà, une question. Mais il pourrait y en avoir d'autres. On aurait pu en lister des dizaines et des dizaines qui vont concerner à la fois le choix que vous allez faire au moment du repas ou au moment d'aller vous coucher, de sortir ou bien dans votre vie personnelle. Et puis, on a affaire aussi à des informations relatives à la santé. Ces informations, c'est des choses qu'on connaît souvent bien, qu'on a intériorisées. Ça va être, est-ce que je dois manger, en tout cas, l'information selon laquelle je dois manger 5 fruits et légumes par jour. C'est rappelé à longueur de journée, notamment dans les publicités, par exemple, notamment sur des produits plutôt gras. Les poils antiadhésifs contiennent des polluants éternels qui peuvent partir au fur et à mesure et qu'on va ingurgiter. Je dois réaliser des tests de dépistage auprès d'un centre spécialisé. C'est une information un peu plus générale, mais c'est une information de santé. Ce mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Ça aussi, en ce moment, on a des publicités ou des spots qui nous appellent ou qui nous intiment à arrêter de fumer pour le mois de novembre. Ou alors, formule assez classique qu'on connaît, que moi je connaissais même avant de savoir ce que c'était que les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Tout ça, c'est des informations relatives à la santé, des informations en santé, qui donc ont différentes natures. Elles sont extrêmement riches, extrêmement larges, et elles viennent de tous les domaines, ou elles concernent tous les domaines de la santé. Par exemple, elles peuvent concerner les soins de santé, c'est-à-dire les informations qui vont concerner des sujets médicaux, qui vont concerner le corps, qui vont concerner la maladie, qui vont concerner les médicaments, etc. Ça peut être aussi des informations qui vont concerner la prévention.
La prévention, c'est-à-dire les informations sur les risques et sur les déterminants de la santé. On peut penser aux campagnes de dépistage, aux discours sur les bienfaits de l'activité physique, du lien social, etc. Mais également, on a ce qui va concerner les organisations, tout ce qui va rentrer en fait aussi dans la promotion de la santé, ça va être des informations concernant le système de soins, le système de soins de santé, pardon, la solidarité, les aides sociales, les services de transport d'un territoire ou d'ailleurs, ou bien les services et les offres en termes de loisirs. Ça peut concerner donc les droits existants, la structuration du système de santé, connaître la façon dont il fonctionne, dont il s'organise, c'est quelque chose qui relève d'une information de santé, le remboursement ou non de certains soins, les horaires d'accès à un service, imaginons par exemple vous décidez de faire du sport, l'information qui va concerner l'horaire d'ouverture de votre piscine, de la piscine à côté de chez vous, ça va être des informations relatives à la santé, puisque c'est ce qui va vous permettre d'accéder ou pas à un service. Ça peut concerner les aides sociales existantes sur votre territoire ou auxquelles vous avez droit, les pistes cyclables de son territoire si vous décidez de faire, par exemple, du vélo et que vous souhaitez en savoir un peu plus. Ces informations de santé, donc, elles vont concerner différents domaines de la santé, elles sont aussi issues de sources très variées. Parmi les sources qu'on peut citer, on a les professionnels de santé ou du travail social, les agents de la fonction publique, les chercheurs et chercheuses et les scientifiques, les chargés de prévention, les cadres de santé, les proches qui vont nous dire des choses. Par exemple, si votre conjointe vous donne une information qu'elle a entendue à la radio, bah, elle va vous donner cette information de santé ou elle peut avoir des conseils à vous donner. Ça peut être vos amis, vos voisins. Si jamais vous discutez avec votre voisine de palier qui vous indique qu'il faut que vous cessiez de vous faire vacciner, déjà, bah ça, c'est une information de santé. Ça peut être les collègues de travail, les représentants du personnel, les syndicats, les élus aussi. Par exemple, hier ou avant-hier, la ministre de la Santé qui a indiqué qu'il y allait avoir moins de remboursement sur un certain nombre de médicaments. Ça, c'est une information qui peut avoir des conséquences sur la santé. Mais ça ne concerne pas que la ministre de la Santé, ça peut être un élu en charge du tourisme qui vous annonce qu'à horizon 2027, il va y avoir 150 km de pistes cyclables créées autour de chez vous. Ce qui va pouvoir vous dire, bah, peut-être que je vais me mettre au vélo à ce moment-là. Donc, c'est une information qui peut avoir des conséquences sur votre santé. Ça va concerner aussi les institutions publiques, les entreprises privées. Là, on peut penser par exemple à des entreprises qui cherchent à nous vendre des produits et donc qui vont faire de la promotion de leurs produits en vantant les mérites pour la santé, par exemple. Des fois, ça peut être fondé, des fois un peu moins. Également les journalistes qui vont publier aussi des informations, qui vont relayer des informations relatives à la santé ou qui vont directement en produire. Les influenceurs et influenceuses et les youtubeurs et youtubeuses, j'ai rajouté cette catégorie-là parce qu'elle est importante dans la mesure où elle se développe de plus en plus et qu'en fait, c'est des gens qui ont des choses à nous dire. Vous avez des youtubeurs ou des influenceurs qui vont travailler sur de la vulgarisation scientifique, donc qui vont produire un contenu qui va être nourri d'informations de santé, en tout cas qui va concerner des informations de santé. Vous en avez d'autres qui vont vous donner des informations, mais qui ne sont pas issues de la littérature scientifique, qui peuvent renvoyer à leurs croyances personnelles. Et puis, vous allez avoir aussi des gens qui cherchent à vous vendre des produits et donc qui vont vanter les mérites. Tout ça coexiste sur différents supports. Et donc, ces informations de santé, elles viennent de sources variées et elles mobilisent des moyens de communication, eux aussi particulièrement variés et différents. Parmi les moyens de communication, on a les interactions individuelles ou collectives, c'est-à-dire avec un professionnel, avec un proche, un ami, hein, ou une collègue, ou bien des choses collectives, la participation à un colloque, la participation à des cours, la participation à des animations collectives, tous ces moments collectifs qui vont permettre d'accumuler, de recevoir des informations. Également, on peut penser aux supports papier, c'est-à-dire les brochures, par exemple, celles qui sont distribuées par des associations de prévention, des magazines, par exemple magazines masculins, féminins, qui vont mettre en avant certaines formes de corps, par exemple, ou promouvoir certaines pratiques, notamment des pratiques qui peuvent être bénéfiques pour la santé, d'autres qui peuvent moins l'être, bref. Vous avez aussi donc les journaux qui vont relayer des informations, les livres qui peuvent être faits par des personnes qui ont à voir avec la santé ou bien qui relèvent de ces différentes sources dont j'ai parlé juste avant, des affiches également, des publicités, les publicités, rappelez-vous, ou en tout cas cette publicité qui faisait le mérite ou qui vantait les mérites du petit-déj à l'américaine avec bacon, egg and cheese, donc du bacon, des œufs et puis du fromage. Et puis, il le faisait à grand renfort, d'ailleurs, de médecins qui avaient signé. Il disait que c'était les petits déjeuners des médecins. Puis, vous
aviez aussi des médecins qui vous prescrivaient des cigarettes, par exemple, en vous disant que c'était bon pour la santé, en tout cas qui vous prescrivaient à travers ces publicités. Puis on a des publicités qui permettent de partager des informations de santé. Ne serait-ce que des publicités sur des choses grasses, où en dessous c'est écrit « Manger 5 fruits et légumes par jour ». Vous avez les deux qui sont en même temps sur ce même support. Et puis on a des supports numériques et audiovisuels, à savoir des spots radio, télé, des applications sur nos téléphones, des sites internet, des posts sur les réseaux sociaux qui peuvent être faits à la fois par les grandes institutions et puis en même temps aussi par des youtubeurs, des influenceurs ou d'autres. Nous-mêmes, nous avons chez Promotion Santé Grand Est des réseaux sociaux qui sont actifs, donc sur lesquels on partage aussi des informations. Ça peut être le journal télévisé ou les journaux télévisés, des reportages, des documentaires, des films, tout un ensemble de choses qui propagent et partagent des informations sur la santé. Ces informations pour la santé, elles vont conduire à prendre des décisions de santé. Des décisions qui vont être personnelles. Par exemple, prendre la décision de, à tel moment, prendre l'ascenseur plutôt que l'escalier, ou inversement. De s'inscrire sur une application type Info Tabac Service en ce moment avec le mois sans tabac. Mais aussi des décisions qui vont être collectives, comme proposer à sa famille une sortie le dimanche, ou bien cuisiner un plat sans viande, par exemple, pour limiter l'apport de l'utilisation et la consommation de viande rouge, qui peut avoir des effets sur la santé. Ou alors, ça peut être acheter des poêles. Ma sœur a fait ça, par exemple, elle a jeté toutes ses poêles Tefal et elle a racheté des poêles sans polluants éternels. Donc voilà, ça, c'est des décisions collectives puisque ça va concerner elle, ses enfants, ses amis qui vont venir manger à la maison, à qui elle va partager des informations, etc. En revanche, ces informations de santé, elles vont se confronter à des habitudes, à des modes de vie et à des représentations sociales. Les représentations sociales, ce sont les manières de penser, de sentir et d'agir qui sont à la fois individuelles et collectives et qui sont fortement ancrées dans notre quotidien. Pour illustrer, par exemple, les confrontations vis-à-vis des habitudes et des modes de vie ou des représentations sociales, on peut prendre l'exemple justement de l'alimentation moins carnée. Si on vous dit, vous avez des problèmes de cœur, il faut que vous réduisiez la viande, voire que vous l'arrêtiez, mais que vous êtes bouché, bah, là, on voit que ça peut poser un petit peu par rapport à votre mode de vie, à vos habitudes. Si vous avez toujours appris à manger de la viande tous les jours, à tous les repas, ça peut être difficile de s'en défaire. Parce qu'il faut reconsidérer les aliments, apprendre à manger moins de viande ou pas de viande, apprendre à cuisiner les aliments autrement pour leur donner plus de goût, apprendre à remplacer les apports de la viande par d'autres aliments. Donc tout ça, c'est des choses qui voilà, vont se confronter à nos représentations sociales, à nos habitudes. Et puis, dernière chose aussi, ou autre chose, c'est que ces informations en santé, elles vont entrer en contradiction avec des situations sociales particulières qui vont être autant de freins et de leviers. Les situations sociales particulières, en fait, c'est lié aux inégalités sociales qui peuvent exister, qui font que nous ne sommes pas tous dans les mêmes situations personnelles, collectives, en tout cas qu'on n'est pas tous pris dans des mêmes logiques, et que de ce fait, par exemple, l'injonction ou l'information selon laquelle il faut manger 5 fruits et légumes par jour, ça va supposer d'avoir un accès facilité, par exemple, à une alimentation fraîche. Ça va supposer d'avoir le temps de cuisiner ces produits-là plutôt que des produits déjà cuisinés. Ça va supposer aussi de savoir le faire, d'être équipé pour le faire. Si vous n'avez pas forcément, vous ne pouvez pas conserver des aliments au frais, bah, ça va être plus compliqué de pouvoir en bénéficier, ou alors vous allez faire les courses tout le temps, mais ça n'a pas de sens, ou en tout cas ça peut devenir compliqué, et d'avoir aussi les moyens de se fournir, d'acheter ces produits, Donc voilà, tout ça peut relever d'un certain nombre de freins, de difficultés, mais aussi on peut trouver d'autres leviers par rapport à ces informations de santé. Tout ça nous permet d'arriver sur la question des composantes de la littératie en santé. Cette petite introduction permettait d'expliquer ce que c'était que l'information de santé et de montrer à quel point c'était quelque chose de complexe et de vaste. La littératie en santé, c'est un concept relativement récent. On l'a à peu près depuis les années 70, depuis un peu plus longtemps sur la littératie, sur un sens un peu plus général, mais vraiment sur la littératie en santé, c'est relativement récent. Et on doit notamment la définition qui fait consensus aujourd'hui, c'est une définition qui a été produite en 2012 par notamment des chercheurs qui ont réalisé une revue de littérature. Ces chercheurs sont Christine Sorensen, Stefan Vandenbroek, James Fulham et puis Jürgen Pelikan, qui sont des noms assez réputés dans ce milieu de la littératie de la santé, qui ont participé dans le cadre d'un consortium européen sur la littératie en santé à essayer de définir. Pour ça, ils ont repris
ils ont fait toute une synthèse des définitions existantes, il en existait plusieurs dizaines, et puis ils ont compilé cette définition pour publier un article qui est sorti donc en 2012 et qui a été largement partagé depuis et cité par exemple sur Google Scholar, qui est un site qui répertorie les articles scientifiques. On a 7100 citations d'articles et enfin, du coup, c'est une information, par exemple, qui peut servir à évaluer une information de santé. Le fait qu'un article soit beaucoup cité, c'est un critère d'évaluation de l'impact d'une publication scientifique. Donc, plus un article va être cité, plus il y a de chances que ce qu'il y a dedans, en tout cas, fasse consensus, en tout cas, montre un consensus. Donc, cette définition, elle nous dit que la littératie en santé, ça regroupe les connaissances, la motivation et les compétences d'une personne lui permettant d'accéder, de comprendre, d'évaluer et d'appliquer des informations relatives à la santé dans le but de prendre des décisions dans la vie quotidienne. C'est les décisions éclairées dont parlait Marie tout à l'heure. Ces décisions vont concerner les soins de santé, la prévention des maladies et la promotion de la santé. Ça renvoie aux différents domaines qu'on a vus un petit peu plus tôt sur les informations de santé. Et ce, pour maintenir ou améliorer la qualité de vie tout au long de la vie. Ça, c'est la définition consensuelle, partagée par la plupart des acteurs qui interviennent dans ce champ-là, qui est un peu la définition de base de la littératie en santé. Vous avez le graphique à gauche qui présente ça, graphique qui a été produit par Promo Santé Île-de-France et qui également a été est beaucoup partagé dans les différentes publications que vous allez trouver. Si j'ai cité tout à l'heure les auteurs, c'est parce que c'est les auteurs qu'on retrouve beaucoup dans les publications scientifiques sur la thématique. Je vais venir je vais venir après dans le détail des différentes composantes, accéder, comprendre, évaluer et appliquer une information de santé, mais je voulais juste indiquer quelques points de vigilance. Tout d'abord, la littératie n'est pas seulement une compétence individuelle. C'est ce que disait tout à l'heure aussi Marie dans son introduction. C'est pas seulement de la responsabilité individuelle, c'est aussi fortement lié à un contexte et à l'environnement dans lequel la personne va vivre. C'est-à-dire ça va être un produit finalement, la littératie en santé, de plein d'autres choses. Ça va dépendre aussi des informations en santé, ça va dépendre de leur qualité, ça va dépendre évidemment de compétences individuelles, mais aussi de compétences collectives, plus certaines choses vont être compliquées, plus vont être difficiles plus ça va être difficile pour une personne à y accéder. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Mais également, c'est une compétence à la fois relationnelle et collective. C'est-à-dire qu'elle va s'actualiser dans des interactions. Actualiser, ça veut dire que vous avez un stock de compétences, on va dire, qui n'est pas forcément toujours utilisé, puis tout d'un coup, dans certaines situations, vous allez mobiliser ces compétences. Donc ça va s'actualiser dans des interactions entre des personnes et des professionnels de santé, entre les personnes et les objets produits par ces professionnels de santé, donc ça peut être les plaquettes d'information, les sites internet, les notices d'utilisation, les ordonnances, etc. Et également entre les personnes et leur environnement social, physique et politique. Tout ça, c'est important. Donc c'est à la fois pas une compétence individuelle, c'est une compétence aussi collective parce que bah, puisqu'on vit en société, on va partager aussi des informations auprès des autres. Et donc, mon niveau de littératie en santé va en tout cas influencer le niveau de littératie en santé ou la santé de mon entourage, de mes enfants, de mes amis, à qui, par exemple, je vais conseiller tel ou tel médecin, telle ou telle solution à un problème de santé, tel ou tel conseil, par exemple, pour apprendre à cuisiner des haricots, faire manger des haricots. Si vous les faites frire, par exemple, bah, les enfants, ils vont plutôt aimer ça. Et du coup, ça vous évite de faire des frites, mais vous faites des haricots. Donc, ça fait un peu des deux. Ça peut être en fonction de ses collègues aussi, quand vous allez discuter avec vos collègues sur, par exemple, comment éviter le burn-out. Ça peut être des choses intéressantes, comment améliorer sa santé dans son travail, ou bien son audience, par exemple ici, quand je vous parle, ça peut être aussi si vous êtes professeur, instituteur, ou vous avez une audience, à un moment donné, des gens que vous voyez, bah, les informations que vous allez donner, elles peuvent avoir des implications sur la santé. Et avant d'arriver donc sur la description des différents composantes de la littératie en santé, un point important, c'est que ce n'est pas un processus linéaire. Vous allez voir, la littératie en santé, c'est donc accéder, comprendre, évaluer et appliquer. Ça, je vais le répéter 40 fois. Donc, normalement, vous devriez, à force, c'est quelque chose qui va être, que vous allez retenir sans aucun doute. Et en tout cas, c'est un processus qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire linéaire, pardon. Ça veut dire que là, on le présente en commençant par accéder, ensuite comprendre, évaluer et puis appliquer. Mais en réalité, il y a des interactions entre les différentes composantes. C'est-à-dire que
vous allez comprendre, pour comprendre, vous allez des fois accéder à un autre médecin ou à une autre personne qui va vous donner. Ou alors, pour appliquer, ça va dépendre aussi de votre capacité à avoir compris, mais aussi, si vous avez été, si vous avez bien compris, ça va faciliter l'application. Bref, vous allez le voir dans les exemples que je vais prendre tout à l'heure, c'est pas un processus absolument linéaire. Il y a des changements, il y a des interconnexions entre les différentes et des interrelations entre les différentes composantes de la littératie en santé. La première composante, donc c'est l'accès, et c'est accéder à l'information de santé. Accéder à l'information de santé, ça veut dire, ça va être la capacité à chercher, à trouver et à obtenir une information pour la santé. Et donc là, il y a les informations donc, que l'on va aller chercher soi-même et qu'on va réussir ou non à trouver. Ça, c'est une compétence, savoir trouver une information, savoir la chercher. Et puis, celle qui va venir à nous aussi, c'est les publicités qui peuvent parfois un peu nous agresser dans la vie. Je ne sais plus à combien de publicités dans la journée on est confronté. Je crois que c'est plusieurs milliers par jour quand on se balade 1 heure dans la rue. Euh, et donc, par exemple, accéder à l'information en santé, ça peut être chercher et trouver le spécialiste le plus proche de chez moi. Ça peut être également poser une question à mon médecin généraliste, c'est-à-dire vous avez accédé à l'information, mais vous allez chercher dans son discours une information précise. Parce que avoir accès à un professionnel de santé, ça ne suffit pas. Avoir un rendez-vous avec un professionnel de santé, encore faut-il qu'il vous donne les informations dont vous avez besoin, ou alors que vous réussissiez à lui demander ces informations-là. Et ça, c'est des compétences qui ne sont pas forcément partagées de la même manière par tout le monde. Ça peut être le fait de lire l'article d'un magazine sur l'intérêt de faire ses 10 000 pas par jour. Ça, c'est accéder à de l'information en santé. Un exemple d'information qui vient à vous, ça va être l'association de défense des animaux qui va œuvrer pour une alimentation végétarienne et qui va distribuer des prospectus. Ça, c'est une information qui vient à nous. Ou bien le fait d'obtenir un plan des pistes cyclables de mon territoire. Ça, c'est une information aussi à laquelle on peut accéder, qui peut avoir des conséquences sur notre santé, puisque en fonction de si oui ou non il y a des pistes cyclables, on va être plus ou moins enclin à acheter un vélo, par exemple, ou à aller en faire, ou à en faire avec sa famille, ou à encourager les gens à faire du vélo. Ou bien ça peut être discuter avec mes collègues, voilà, sur les méthodes pour éviter le surmenage, exemple que j'ai pris juste avant. Donc ça, c'est accéder à l'information de santé. Deuxième composante, la compréhension. Ça va être comprendre l'information de santé. Comprendre, c'est donc cette capacité à comprendre l'information à laquelle on a accédé, c'est-à-dire à en saisir le sens. Le sens d'une information, ça veut dire, déjà concrètement, savoir ce que ça veut dire, comprendre ce qu'il y a derrière les mots qui sont utilisés. Des études, par exemple, sur les discours des médecins ont montré que, alors c'est des études qui datent de quelques années, mais que 80% du discours d'un médecin, c'est un discours purement médical. C'est-à-dire c'est un discours qui est pour la plupart des gens incompréhensible, sauf si vous êtes formé en santé pure ou en santé et encore au sens sanitaire. Et que 20%, c'était du langage ordinaire. Donc ça, c'est par exemple, en termes de compréhension, ça peut être particulièrement compliqué. Donc ça veut dire à la fois recevoir l'information, comprendre l'information, ça veut dire recevoir, et la retraduire aussi dans son vocabulaire. Mais ça veut dire aussi comprendre, ça ne veut pas dire seulement comprendre la phrase, comprendre ce qu'il y a derrière la phrase, mais c'est comprendre aussi ce que ça pourrait impliquer dans sa vie. C'est-à-dire l'information, qu'est-ce que ça va faire pour ma vie? Je suis bouché, on me dit d'arrêter la viande, quelles vont être les conséquences pour moi? C'est-à-dire comprendre, ça va être quoi aussi voilà, les effets de cette information. Et donc, ce que ça va impliquer dans ma vie. Ça va être donc dépendant aussi de la relation de soins. Ça, c'est des exemples qu'on a vus dans le projet Litéragir. Il y avait des relations très compliquées entre les médecins à proprement parler et les personnes accueillies en CHRS. On s'est vu que l'accès aux soins déjà est un gros problème pour les personnes accueillies en CHRS, mais qu'en plus, ils avaient souvent fait l'expérience, des expériences assez négatives, des gens qui les avaient infantilisés, avec qui, voilà, qui ne voulaient pas les accueillir. Donc, ils avaient un rapport très compliqué avec les médecins. Et on s'est rendu compte que plus il y avait une relation de confiance, en tout cas avec les médecins, plus ils allaient être, en tout cas, plus ils allaient comprendre le discours du médecin. Mais quand ils étaient méfiants par rapport au médecin, ou si le médecin avait rompu la confiance, ils allaient faire exprès aussi de ne pas comprendre, de ne pas vouloir comprendre ce que voulait dire le médecin. Et puis, ça allait dépendre aussi de la posture du médecin. Donc, ça va être des capacités de compréhension individuelle et des capacités aussi à faire comprendre.
Ça peut être, par exemple, quand je comprends le discours de mon médecin, imaginons qu'un médecin me dise que je peux faire vacciner mon enfant contre la gastro-entérite. C'est un vaccin qui n'est pas obligatoire, que cela va prémunir mon enfant, par exemple, mais qu'il y a malgré tout des risques. Ça veut dire que je suis capable de comprendre ça. Ça veut dire être capable de comprendre ça et être capable et faire en sorte que mon médecin puisse me faire comprendre ça. Que c'est des risques, par exemple, les risques liés à la vaccination sont assez minimes. Par exemple, compte tenu de son état de santé, c'est une personne qui est en bonne santé, tout ça. Donc, ils peuvent se faire vacciner sans que les risques soient trop importants. Mais à contrario, le fait qu'il développe une gastroentérite ne va pas non plus trop poser de problèmes ou présenter de risques. Donc voilà, tout ça, comprendre un discours d'un médecin, ça veut dire tout ça. Ça veut dire comprendre à la fois les effets du médicament, mais quels vont être les effets si je ne le prends pas, quels vont être les effets pour moi, quels vont être les effets pour mon enfant, qu'est-ce qui peut en courir d'autres, etc. Donc tout ça est assez, en tout cas, rentre dans cette compréhension. Ça peut être aussi comprendre la signalétique sur l'emballage d'un médicament. Ça, c'est des choses, des petits pictogrammes qui existent. Les éléments qui sont aussi, qu'il faut savoir identifier et qui peuvent jouer un rôle aussi dans des décisions qu'on va prendre. Est-ce que je conduis ma voiture ou pas, sachant que j'ai consommé un produit, un médicament, ou c'est déconseillé. Mais ça peut être aussi savoir comprendre la signalétique, par exemple, si vous êtes dans un hôpital, savoir comprendre où est-ce que vous êtes attendu, dans quelle salle. Si vous avez une personne qui vous dit à l'accueil, bon, bah, allez dans telle salle, à tel endroit, bah, savoir déchiffrer la circulation ou les éléments qui vous permettent de circuler dans cet hôpital. Ça peut être aussi comprendre ce que me dit l'application qui va me permettre de scanner mes produits alimentaires. Savoir qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, il y a une application qui vous permet de faire ça, qui vous permet de voir est-ce qu'elle est bien en Nutri-Score, sachant que le Nutri-Score pose des questions, mais bref. Et puis, est-ce qu'elle est bien, quels sont les produits, en tout cas, de quoi sont faits les produits. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et ça peut être aussi comprendre les effets, comprendre à quel moment et à quelles conditions je dois me faire dépister. Ça fait partie de la compréhension. C'est-à-dire comprendre que le dépistage existe, c'est une chose. Comprendre le discours d'une publicité, c'est une autre chose. Comprendre aussi à quel moment, moi, je dois me dire dans ma vie, bon là, maintenant, il va falloir que j'aille me faire vacciner ou j'aille me faire dépister. En tout cas, tout ça, c'est des choses qui relèvent aussi de la compréhension. Et ça peut être aussi comprendre les effets d'un produit que je vais consommer. Dans le cas, par exemple, du projet Litéragir, les personnes accueillies en CHRS, par exemple, comprenaient mieux le discours qui allait venir d'un collègue à eux, d'un ami, d'un proche qui avait déjà fait l'expérience de tel ou tel produit. Ils allaient mieux comprendre les effets que ça allait faire que quand c'était un médecin qui n'avait jamais touché une seule drogue et qui ne comprenait pas forcément quels effets ça allait faire. Si on vous dit ça va vous faire des bouffées de chaleur, bon bah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement des bouffées de chaleur dans des mots plus simples? Et donc ça, c'est des choses qu'on a vues et qui relèvent de la compréhension. Concernant ensuite l'évaluation, l'évaluation, c'est la capacité à interpréter, à sélectionner, à filtrer et à porter un jugement sur l'information à laquelle on a accédé et qu'on a compris. Ça va être, par exemple, faire preuve d'esprit, enfin, ça va supposer de faire preuve d'esprit critique à partir de critères de qualité, c'est-à-dire de critères qui vont nous permettre d'évaluer la qualité ou non d'une information. Et ça va être aussi en fonction de son mode de vie. Je vous rappelle encore le cas de ce boucher. Bah, si vous êtes boucher, qu'on vous conseille de devenir végétarien, par exemple, effectivement, ça peut être bien pour votre santé, mais concrètement, vu votre mode de vie, ça risque d'être compliqué. Donc là, vous évaluez l'information en disant, bon, bah, peut-être que je vais simplement réduire la viande rouge, passer à la viande blanche, ou bien essayer d'augmenter, de réduire les produits, mais bah, ne pas se défaire complètement d'une alimentation carnée. Ça va être donc tout un travail de tri de l'information qui va demander là beaucoup de compétences et beaucoup d'éléments et de pardon enfin voilà un certain nombre de capacités. Ça peut être par exemple est-ce que je me rends compte, est-ce que je considère que le dépistage du cancer du sein me concerne ou pas? Moi, à titre personnel, je peux me dire qu'il ne me concerne pas, mais en réalité, d'un point de vue de la littératie en santé, puisque c'est pas une compétence individuelle, mais c'est aussi une compétence collective. Si moi, je peux conseiller à quelqu'un, et si je m'y connais un petit peu sur le dépistage, voilà. Mais ça, si moi, je l'évalue par rapport à moi, par rapport à ma santé, je peux considérer que le dépistage du cancer du sein ne me concerne pas. Si mon travail implique de l'activité physique, par exemple, vous travaillez sur des chantiers ou bien vous êtes livreur à vélo,
Bah là, peut-être que le discours qui consiste à dire qu'il faut faire 10 000 pas par jour, vous allez avoir un doute à ce sujet. Ça, c'est aussi une évaluation d'informations en santé. Ou bien, ça peut être aussi si vous trouvez des informations qui vont concerner l'alimentation sur un site internet qui en même temps cherche à vous vendre des compléments alimentaires, et qui vous paraît peu fiable, voilà, ça peut être des choses aussi qui relèvent de l'évaluation. Par exemple, il y avait une étude qui a été faite en 2019 sur la littératie en santé qui détaille, c'était la première étude en France hein, qui détaillait ces informations-là, et les données ont été publiées seulement cette année, en fin d'année dernière, sur les premiers éléments. On s'aperçoit par exemple que 69% des Français qui ont participé à cette enquête ont des difficultés pour savoir s'il y a des intérêts commerciaux qui se cachent derrière des informations proposées. Donc, si on vous propose, je sais pas, des gommes qui vont vous permettre d'être beaucoup plus fort, ou bien je sais pas, certains produits qui devraient vous permettre de déployer, d'améliorer votre capacité de concentration ou autre chose, bah, des fois, les gens ont du mal. Donc, 69% des personnes, donc près de 7 personnes sur 10, qui ont du mal à voir l'intérêt commercial derrière. Et pareil, on est à peu près sur les mêmes taux pour des gens qui ont du mal à juger de la fiabilité des informations qu'ils trouvent. C'est-à-dire que vous trouvez une information, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Ça peut être particulièrement complexe à faire. Et on voit, cette étude-là, en tout cas, montre que c'est quelque chose de compliqué. Et ça peut être aussi, je sais si je peux prendre un deuxième cachet d'aspirine pour faire diminuer mon mal de crâne. Évaluer, ça veut dire aussi évaluer ma situation à un instant T et dire, est-ce que à cet instant-là, je peux faire telle chose, je peux faire telle chose par rapport à une information que j'ai avant. Par exemple, il y a pas mal de travaux qui ont été faits sur la littératie en santé pour les personnes qui sont atteintes de diabète. Et euh, un des signes d'une bonne littératie en santé, c'est quand vous êtes capable, par exemple, de savoir quels aliments vous allez manger ou pas consommer, comment compenser, à quel moment vous allez faire votre prise de sang, par exemple, ou votre prise de glycémie, à quel moment vous allez scanner si vous avez une sorte de patch, je n'ai pas les noms exacts, hein, donc voilà, mais tout ce genre de choses peut être relevé de l'évaluation. Ou bien ça peut être jugé que mon ami est fiable car il a déjà consommé tel ou tel produit. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans le projet Litéragir. Et encore une fois, là, par exemple, si quelque chose qui montre les interactions entre accéder, comprendre, évaluer et appliquer, si je m'aperçois que les informations que j'ai recueillies sont contradictoires, si j'arrive pas à bien les évaluer, si je me dis bah non, ça s'applique pas dans ma vie, je peux vouloir accéder à nouveau ou bien essayer de chercher pour mieux comprendre l'information. Et donc là, je vais retourner à accéder, comprendre. Voilà, je vais retourner en arrière dans donc bien sûr, vous comprenez que c'est pas vraiment en arrière, mais je peux revenir vers accéder, vers comprendre, parce que j'ai pas assez d'éléments, je n'arrive pas à évaluer par rapport à ma situation, par rapport aux informations que j'ai. Donc ça relève aussi de la littératie en santé. Quatrième et dernière composante, l'application, c'est la capacité à utiliser l'information pour prendre une décision afin de maintenir ou d'améliorer sa santé. Ça va être fortement lié aux conditions sociales d'existence et également, par exemple, dans le cas de la consommation de produits ou de la consommation de drogue, ça va être beaucoup lié à la présence ou non de soutien social. Le soutien social, dans le cas de la toxicomanie, par exemple, on sait que l'absence ou la présence de famille peut avoir un rôle moteur dans le fait de réussir à diminuer, par exemple. Certains chercheurs parlent de la famille ou des proches ou du soutien social comme vraiment faisant partie de l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire entre le chercheur, le professionnel de santé, le patient et puis ses proches, qui font vraiment partie de ça. Dans le même ordre d'idée, par exemple, là, il y a l'approche des fêtes de fin d'année. Si vous avez des problèmes cardiaques et que vous avez diminué la consommation de viande, de sauce et d'aliments gras, si dans votre famille, on se gave de foie gras, on se gave de viande rouge, de pâté, de vin, de tout ce qui n'est pas bon pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, ça peut être un soutien social difficile. En revanche, si tout le monde enfin, si toute la famille décide de faire un effort, ou si toute la famille, comme dans une partie de la mienne par exemple, si vous avez des gens qui sont tous végétariens, moi, tout le monde à peu près est végétarien autour de moi, donc forcément ça va être un peu plus facile de devenir végétarien dans ce monde-là. Et ça va dépendre également du pouvoir appliqué, c'est-à-dire de l'applicabilité réelle des informations de santé. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut garder en tête
parce que il y a certaines informations de santé qui peuvent être particulièrement compliquées. Certaines qui sont plus simples. Par exemple, au bar, je commande un verre d'eau entre chaque verre d'alcool. Mais vous pouvez très bien avoir le barman qui se moque de vous et qui vous dit, mais enfin, non, tu vas boire de l'alcool et qui refuse. Alors, techniquement, la plupart, je crois, le font, mais qui pourrait très bien refuser de vous servir un verre d'eau. Donc là, il faut insister, donc il faut avoir la capacité d'insister pour avoir son verre d'eau. Ça peut être aussi adopter un chien pour m'accompagner dans mes 10 000 pas par jour. Ça, c'est appliquer une décision de santé et puis en même temps qui va avoir des conséquences. Les chiens, par exemple, ça permet de réduire le stress, ça augmente l'activité physique que vous allez faire. Donc ça peut être lié à, enfin, ça peut produire plein de bienfaits, mais en même temps, ça va être aussi des contraintes. Ça va être des contraintes financières, voilà, qui peuvent être complexes également. Ça peut être aussi, je choisis de ne pas faire vacciner mon enfant contre la gastroentérite car le vaccin coûte trop cher. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Mais ça peut être aussi, je peux avoir du mal à trouver un professionnel pour faire le vaccin. Ça dépend aussi de la disponibilité du vaccin. C'est pas seulement, je choisis de pas le faire parce qu'il coûte trop cher. Même si le coût, l'accessibilité, la possibilité d'appliquer une information en santé, c'est vraiment une question qu'il faut garder en tête. Euh, Ça peut être aussi éviter certaines personnes qui risquent de m'entraîner dans des pratiques addictives. Ça, c'est quelque chose dans le projet Litéragir dont on s'est aperçu. C'est des gens qui ont essayé de décrocher, qui sont sous traitement de substitution et qui ne vont pas, qui vont éviter certains endroits en ville, qui vont éviter certains endroits dans leur ville parce qu'ils savent qu'ils risquent de tomber sur un tel et que un tel, il va le prendre, enfin, il va essayer de le faire consommer et que ça va être plus dur pour lui. Donc, ça va être des gens qui vont se couper de certaines personnes autour d'elles. Ça peut être aussi, je ne vais pas aller me faire dépister car le lieu n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. On le verra un petit peu plus tard, c'est une vraie question hein, pour les personnes en situation de handicap. La question de la littératie en santé, l'applicabilité des mesures, elle est souvent limitée par l'applicabilité, ou en tout cas, pardon, par l'accessibilité physique aux lieux soit de dépistage, mais aussi des lieux de suivi, hein. Les personnes en situation de handicap sont encore plus éloignées du soin que d'autres personnes. Et donc, ça peut être aussi, je me rends à la réunion d'un groupe d'entraide mutuelle autour de la santé mentale. Ça, c'est une application d'une mesure de santé, en tout cas d'une information en santé. Il existe un groupe d'entraide autour de chez moi, j'y vais. Ou alors, il n'y a pas d'atelier cuisine à proximité de chez moi pour m'apprendre à cuisiner autrement. Ça peut être des choses, bien sûr, l'existence d'ateliers cuisine ne font pas que les gens vont cuisiner autrement et c'est pas la seule stratégie pour lutter contre la précarité alimentaire, par exemple, mais le fait qu'il en existe peut permettre à des gens d'accéder et d'appliquer des mesures favorables à leur santé. Je vais essayer de faire rapidement sur un exemple, une personne de 55 ans qui apprend par sa fille que son mode de vie, son alimentation et son manque d'activité physique risquent d'entraîner des problèmes cardiovasculaires. Dans accéder à l'information, il va décider par exemple d'en parler à ses collègues sur le temps de midi, qui vont lui dire oui, mais non, ça c'est des bêtises, ou alors tiens, va voir tel professionnel. Il va prendre rendez-vous avec son médecin pour en savoir plus. Son médecin va lui fournir des brochures à propos d'un programme qui s'appelle Je t'aime mon cœur, par exemple, programme qui est déployé en Moselle. Il va également faire une recherche sur un forum internet qui va parler justement de l'alimentation ou de l'activité physique. Et puis sur YouTube, il va s'abonner à une chaîne qui produit des vidéos sur la nutrition ou bien une chaîne de fitness comme il en existe d'autres. Ensuite, il va falloir comprendre l'information. Donc, pour comprendre, il va demander des explications supplémentaires à un ami nutritionniste. Ça tombe bien, il a un ami nutritionniste pour comprendre concrètement ce qui pose problème dans son alimentation. Et puis, il va trouver, lui, dans la compréhension qu'il aime bien. Les vidéos qu'il va trouver sur YouTube, parce qu'il les trouve faciles à comprendre. En revanche, son médecin, il a un discours un petit peu plus hermétique. Il va lui parler de lipides, de glucides, de micronutriments, des choses qu'il a du mal à comprendre. Pour ce qui concerne l'évaluation, zut, hop là. L'évaluation, c'est qu'il va comparer des menus qu'il a trouvés sur Internet et il va sélectionner ceux qui lui font le plus envie, mais aussi qui lui semblent le mieux par rapport à sa situation. Il considère qu'il ne peut pas arrêter complètement la viande, mais qu'il peut réduire sa consommation dans son alimentation. Et puis, il pense qu'effectivement, pratiquer une activité physique, ça peut être une bonne chose pour lui. Il était sportif avant, il pourrait, pourquoi pas, redevenir ou se remettre au sport. Et pour appliquer, il va introduire plus de fruits, de légumes, de fibres dans son alimentation grâce, par exemple, à l'épicerie solidaire de son quartier. Elle existe, il peut plus facilement appliquer cette mesure ou cette information en santé. N'ayant pas les moyens de s'abonner à une salle de sport, il sort faire des balades digestives après les repas, mais trouve que sa ville est trop grise et ce qui lui donne pas trop envie de sortir. Donc,
il risque au bout de quelques mois d'abandonner cette activité physique. En revanche, il télécharge une application qui lui indique le nutriment ou le Nutri-Score des aliments. Et puis, il se rend dans la cellule Je t'aime mon cœur de sa commune pour être accompagné par des professionnels qui vont l'aider dans son parcours. Donc voilà, tous ces éléments, tout cet exemple permet d'illustrer ce qu'est la littératie en santé. Je vais maintenant venir sur les enjeux liés à la littératie en santé. En termes d'enjeux, euh, il y a donc la littératie en santé est particulièrement liée à la vulnérabilité. En tout cas, il y a des vulnérabilités qui font que le niveau de littératie en santé des personnes, c'est-à-dire le niveau, c'est une estimation de 1 à 5 entre un bon niveau, c'est-à-dire une personne qui va facilement avoir accès, facilement évaluer, qui va pouvoir lire des articles scientifiques, les comprendre, et puis qui va avoir des moyens pour les appliquer, et puis un niveau plus bas et plus faible de littératie en santé, ça va être un niveau où les personnes vont avoir plus de mal pour identifier tout ça. Ça va dépendre donc de facteurs de risque, de difficultés qui ont été identifiés dans la littérature, notamment des compétences cognitives et psychosociales qui vont jouer un rôle important, mais aussi le niveau d'études. Le niveau d'études, c'est un des éléments qui joue le plus fortement sur la littératie en santé. Le niveau d'études, ça joue un rôle, pardon, le niveau d'études, par exemple, on a une différence de 1 point entre, si vous avez une littératie de 1 à 5, en fonction du niveau d'études, si vous avez un bon niveau d'études ou un meilleur niveau d'études, vous allez avoir un meilleur niveau de littératie à toute chose égale par ailleurs. Toute chose égale par ailleurs, le niveau d'études peut jouer de 1 point sur votre niveau de littératie en santé. Le niveau de vie va jouer un rôle également, mais moindre. C'est-à-dire que le niveau de vie va moins jouer sur la littératie en santé que le niveau d'études. Également, on a le soutien social, c'est-à-dire, est-ce qu'une personne, ça va être les personnes sur lesquelles je peux compter. Je vous disais tout à l'heure que c'était extrêmement important sur la question de la consommation et de l'addiction. Sur le statut social, également, le statut social, pardon, c'est le fait de faire partie ou non, c'est notre position sociale dans la hiérarchie sociale. Et donc, le fait de faire partie de minorités, ça peut contribuer dans certains cas ça augmente la difficulté à faire partie, pardon, la difficulté, pardon, j'ai du mal, ça peut augmenter la difficulté et réduire le niveau de littératie. En revanche, quand vous êtes inclus dans des groupes, dans des collectifs que vous êtes bien entourés, euh, par exemple, si vous faites partie de minorités, même stigmatisées, qui vont avoir un fort lien communautaire entre eux, ça peut faciliter votre niveau de littératie en santé. Par exemple, on sait que les jeunes mineurs, par exemple, qui sont LGBT, ne se reconnaissent pas dans les contenus qui sont produits sur la vie affective et sexuelle. Donc, vont chercher, par exemple, à s'intéresser enfin, vont chercher des contenus qui sont destinés à des adultes et donc vont avoir plus de mal pour comprendre parce que c'est pas du contenu qui leur est destiné. Donc ça peut être quelque chose. Là, dans ce cas-là, le fait de faire partie d'une communauté, ça peut, en tout cas d'une minorité, et là d'une minorité sexuelle, peut jouer sur la littératie en santé. Et également, la stigmatisation va jouer fortement sur la littératie en santé. On peut prendre l'exemple des personnes trans, par exemple, le fait d'avoir du mal à être reconnu, de ne pas être reconnu, d'être stigmatisé en permanence, ça peut jouer sur la littératie en santé, ça peut jouer sur l'état de santé, mais également sur la littératie en santé. La position sociale va jouer, et aussi la maîtrise de la langue. C'est-à-dire que les études qui ont été faites, notamment l'étude de 2019 en France, elles montrent à la fois que les personnes immigrées sont 3 fois plus nombreuses à avoir des difficultés en matière de littératie en santé, c'est-à-dire 30% à peu près contre 9% pour la France. En France, on a 10% de la population qui a un taux trop faible de littératie et un taux et qui connaît des difficultés, on est autour de 45% quand même. Mais 10% qui ont vraiment des problématiques fortes en matière de littératie et 30% chez les personnes immigrées. Et on a des difficultés aussi dans les départements et régions d'outre-mer avec des taux qui sont 2 à 6 fois plus importants de personnes qui ont un faible niveau de littératie. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement important. Et donc les personnes les plus vulnérables, ça va être les personnes âgées.
Je voulais prendre le cas un petit peu de ma grand-mère, par exemple, qui est quelqu'un d'assez lettré, qui était institutrice, tout ça, mais qui est passée complètement à côté de l'outil informatique. Pour elle, accéder à une information de santé sur Internet, c'est absolument impossible. Elle ne peut pas non plus remplir des documents en ligne. Elle est incapable, ne serait-ce que, je crois qu'elle a réussi à allumer un ordinateur, mais par exemple, se connecter, juste rentrer son mot de passe pour accéder à son système Windows, c'est impossible pour elle. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être... Et puis, les personnes âgées aussi, il peut y avoir des difficultés cognitives qui apparaissent au fur et à mesure, ou des difficultés sociales liées au changement de statut, par exemple, au passage de la retraite dans la retraite, qui peut jouer sur la compréhension, l'évaluation des informations en santé. Les personnes en situation de handicap aussi sont parmi les plus vulnérables. Les personnes les plus pauvres et les plus précaires ont souvent un niveau de littératie beaucoup plus faible. Les personnes les moins diplômées aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Le niveau de diplôme peut jouer sur, même si vous êtes plus précaire et plus pauvre, si vous avez un beau niveau de diplôme, vous pouvez avoir un meilleur niveau de littératie en santé. Ou en tout cas, votre niveau de littératie en santé va plus jouer sur votre niveau de santé. Des personnes qui vont avoir des maladies chroniques aussi, les personnes immigrées, et la structure sociale aussi, la structure familiale. Si vous avez une famille complexe, famille recomposée, famille, je ne sais plus si on dit des familles dysfonctionnelles, mais en tout cas, voilà, s'il y a des difficultés familiales, si vous êtes seul, si vous n'avez plus de parents, si vous avez, ça peut être des choses voilà, qui jouent, qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi donc la littératie en santé. Marie l'indiquait tout à l'heure, la littératie en santé, c'est un indicateur de l'état de santé. C'est-à-dire ça influence la qualité de vie de la population. Avoir un faible niveau de littératie, ça va renforcer la mauvaise santé perçue. Ça va rendre plus difficile de retenir des informations de santé. Quand vous allez chez le médecin, il va vous dire un ensemble de choses. Une bonne partie des gens oublient directement les informations. Mais ça, c'est encore plus fort chez les personnes qui ont un faible niveau de littératie. Également, ça diminue la participation à des activités de prévention. En tout cas, c'est des choses qui sont liées. Ça entraîne un risque plus fort de développer des maladies chroniques. Marie Persiani disait tout à l'heure dans son introduction. Mais également, ça induit des coûts de santé personnels et collectifs plus importants, parce que vous n'allez pas forcément savoir quel est le bon spécialiste à qui vous adressez, parce que vous n'allez pas forcément mettre en place des choses dans votre vie qui vont permettre de promouvoir votre santé, parce que vous avez toute une situation sociale qui rend plus compliqué le fait de le faire, parce que vous n'allez pas forcément retenir les informations. Donc tout ça va induire des coûts personnels et collectifs également plus importants. Également, en revanche, un haut niveau de littératie, ça va favoriser l'application de traitements complexes. On sait que certains traitements vont être plus durs que d'autres à mettre en place. Donc là, avoir un haut niveau de littératie, ça aide pour l'applicabilité des mesures et des informations de santé. Ça va permettre de présenter un meilleur état de santé perçu. Également, ça va favoriser le maintien et l'inscription dans des programmes de santé ou liés à la santé. Ça va limiter le recours aux services d'urgence. Ça va permettre d'augmenter le transfert de connaissances et le rôle de soutien. C'est-à-dire qu'on va être meilleur finalement quand on a un plus haut niveau de littératie. On va plus facilement partager des informations de qualité autour de nous. Et aussi, on va plus facilement soutenir les personnes. Je rappelle que le soutien social est important est un déterminant de santé extrêmement important. Mais également, on va avoir une plus forte participation sociale et politique autour des enjeux de santé. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont plus se rendre, qui vont plus aller voter, par exemple, qui vont plus se rendre dans des réunions publiques, qui vont plus participer à la démocratie participative qui est souvent, finalement, parfois encore trop inégalitaire. Et donc voilà, c'est des enjeux qui sont assez importants. Il faut garder en tête aussi que la littératie en santé, c'est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui évolue au cours de la vie. Quand vous vieillissez, vous n'avez plus les mêmes capacités, vous n'avez plus les mêmes compétences. Bien sûr, certains gardent leurs compétences et leurs capacités tout au long de leur vie, ou vous pouvez avoir des accidents dans la vie qui vont changer vos capacités. Mais également, par exemple, une personne avec un bon... ça va dépendre du contexte. Par exemple, une personne avec un bon niveau de littératie en France peut avoir un faible niveau dans un autre pays. Si vous voyagez aux États-Unis ou si vous voyagez au Japon, comprendre la signalisation en japonais dans un hôpital, ça peut être compliqué. Comprendre une personne en japonais, ça va être compliqué aussi. Comprendre un japonais qui parle anglais, ça peut être compliqué aussi. Comprendre une information qu'on va vous donner. Bref. Donc tout d'un coup, votre niveau de littératie, il a drastiquement diminué. Mais également, apprendre une mauvaise
apprendre une mauvaise nouvelle, ça peut faire augmenter votre niveau d'angoisse. Par exemple, si on vous dit que vous avez une maladie incurable et que vous reste 15 jours, mais que si vous faites quelque chose, bah, peut-être que vous pouvez vous en sortir, bah, ça, vous êtes dans une situation de stress qui peut faire qu'à un moment donné, votre niveau de littératie diminue. Également, en fonction des moments et des thématiques, il peut y avoir une complexification de l'information. Ça, on a le cas du Covid, par exemple, où il y a eu énormément d'informations, des informations parfois contradictoires, des informations qui venaient de plein de sources différentes. Certains chercheurs ont parlé d'infodémie, par exemple, à propos de la période Covid-19. Et donc, tout ça rendait beaucoup plus compliqué le tri, la sélection des données et des informations pour améliorer sa littératie en santé. Je vais aller sur quelques petites stratégies d'intervention pour améliorer la littératie en santé. Je sais aussi que Delphine Thésée de Culture et Santé va revenir un petit peu là-dessus, donc je vais aller peut-être un peu plus vite. Je vais boire juste une gorgée d'eau parce que je perds ma voix. Donc, pour améliorer ou pour renforcer la littératie en santé, il existe plusieurs leviers, plusieurs stratégies, notamment des stratégies de renforcement des compétences individuelles des personnes et des populations. Donc ça peut passer par le fait de travailler les compétences psychosociales. Dans les compétences psychosociales, on a par exemple la communication, l'empathie, la coopération, la prise de décision, la pensée critique. Tout ça, ce sont des choses qu'on retrouve d'une certaine manière dans la définition qui a été posée de la littératie en santé. Mais ça peut être aussi formé à la pensée critique, à la démarche scientifique pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne finalement la production de savoir scientifique. C'est des exemples comme ça. Ça peut être renforcer les compétences de lecture, les compétences d'écriture et les compétences oratoires d'une personne. Dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient aussi, ça peut être améliorer les compétences associées à la littératie en santé. Ou bien intégrer la santé au programme d'alphabétisation. Ça, bien sûr, en espérant que ça ait des fonctions motivationnelles. Si les gens qui participent à vos programmes d'alphabétisation, finalement, ne sont pas intéressés par la santé et se mettent à partir parce que vous commencez à parler de la santé, bon là, revenez à quelque chose. Mais par contre, ça peut avoir un effet motivationnel aussi dans des programmes d'alphabétisation. Également, améliorer l'intelligibilité des informations. Ça peut être une chose assez simple finalement à mettre en place pour simplifier les supports écrits, simplifier le discours ou les discours à l'oral, penser les informations relatives à la santé et pas seulement les informations médicales, c'est-à-dire avoir une vision relativement large de ce que c'est que la santé et voir à quel point de nombreuses informations pas directement liées à la santé peuvent être des informations qui rentrent dans le domaine de la santé, qui sont relatives à la santé, comme on le disait tout à l'heure. Ça peut être développer de nouveaux supports adaptés au niveau de littératie des publics, ou bien réaliser des diagnostics sur le niveau d'adaptation d'une structure à la littératie, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est quand on a une structure vis-à-vis de la littératie en santé. Également, ça peut être promouvoir la littératie organisationnelle. La littératie organisationnelle, c'est une approche, c'est la part structurelle et collective de la littératie en santé. C'est l'idée d'un lieu où l'aménagement, le fonctionnement et l'organisation sont pensés pour encourager le développement de la littératie en santé chez celles et ceux qui le fréquentent ou qui les fréquentent. C'était des structures. Donc ça facilite, c'est supposé faciliter l'utilisation des informations de santé, censé faciliter la navigation de l'information et des personnes au sein d'une structure. Ça, à nouveau, Delphine Thésée en parlera également. Pour ça, ça nécessite la littératie organisationnelle, la participation directe des personnes concernées et l'inscription de la littératie en santé dans la politique de la structure. Pour comprendre un petit peu ce dont il retourne, la littératie organisationnelle, ça peut concerner également l'élaboration d'environnements favorables à la littératie en santé. Donc ça peut être sur penser l'accessibilité physique de l'espace de votre structure, mais aussi penser la signalétique de la structure pour favoriser la circulation. L'accessibilité physique, ça peut être aussi réfléchir au coût d'accès. Qu'est-ce que ça veut dire accéder, venir à notre service et comment on peut simplifier ça. Pensez aussi à la structuration des salles d'attente. Il y a beaucoup de choses qui sont développées sur les salles d'attente en matière de littératie en santé pour que les informations qui y sont présentes puissent avoir un effet sur la santé. Ça peut être également améliorer la communication en interne.
mais aussi créer des espaces apaisants et confortables, c'est-à-dire qui réduisent l'angoisse qui peut être liée à la relation médicale, par exemple, quand il s'agit de relations médicales, ou quand vous êtes avec un travailleur social et que vous savez que vous allez parler, ou je ne sais pas, quand vous êtes à Pôle emploi et que vous allez discuter avec votre conseiller Pôle emploi, bah, si l'environnement il n'est pas apaisant, ça peut tendre, ça peut faire que voilà, il peut se passer plein de choses qui peuvent avoir des conséquences sur votre santé plus tard. Donc, des espaces apaisants et confortables pour favoriser le dialogue et la compréhension. Et assurer l'insonorisation du lieu de consultation avec un ou une professionnelle. Parce que si vous savez que vous êtes entendu, bah, ça va être, ou que vous pouvez être écouté, ça peut être compliqué de parler. Parmi la littératie organisationnelle, on peut aussi avoir le renforcement du travail partenarial, c'est renforcer la cohérence de l'information délivrée. Si on reprend l'exemple du vaccin pour la gastro, si vous avez votre pharmacien qui vous dit l'inverse de votre médecin sur les bénéfices et les risques, bah, ça va rendre plus difficile la compréhension de l'information et aussi l'évaluation. Et donc, renforcer donc, la cohérence de l'information délivrée, c'est une chose qui peut rentrer en ligne de compte. Renforcer également l'interconnaissance et l'orientation des personnes dans le système de soins et de santé, ça peut être favorisé par un travail partenarial. Également, améliorer l'accessibilité des structures d'un même territoire. En travaillant en commun, elles peuvent favoriser la visibilité, la lisibilité de l'environnement finalement de ces structures. Ça permet aussi d'engager un travail commun sur le sujet de la littératie en santé et ça renforce les liens avec les associations communautaires, les associations de patients et les associations d'aidants. Parmi la littératie organisationnelle, on peut aussi compter la formation des professionnels notamment, avec des formations en santé, pour les professionnels, par exemple, d'autres champs, afin qu'ils puissent augmenter la qualité de l'offre et leur propre niveau de littératie. Par exemple, les travailleurs sociaux dans le projet Litéragir avaient un vrai rôle pour partager le discours, en tout cas pour faire le lien avec le discours des professionnels de santé qui venaient intervenir des fois une fois par semaine. Et donc, pour permettre une continuité de service et une continuité du discours, bah, les professionnels les professionnels du travail social demandaient à être formés. Ça peut être former aussi des professionnels au concept de littératie en santé et de littératie organisationnelle pour améliorer par exemple leurs compétences à l'oral, à l'écrit et la posture professionnelle, par exemple le non-jugement, l'infantilisation, en tout cas éviter l'infantilisation, accepter des décisions qui sont contraires à celles qu'on aurait souhaitées pour le patient par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent être importantes. Et qui permettent aussi d'identifier les niveaux de littératie. On sait que les professionnels ont souvent du mal à identifier chez la personne qu'ils ont en face le niveau de littératie de la personne. Et enfin, pour cette question de la formation à l'entretien motivationnel aussi, qui permet de centrer les échanges sur la personne et sur sa volonté de changement. Ça peut être des choses qui peuvent permettre justement de développer la formation et d'améliorer la littératie en santé. Enfin, et avant de passer la parole à Delphine Thésée pour Culture et Santé, et c'est aussi développer une culture, ou en tout cas construire des politiques locales pro-littératie, ou en tout cas qui permettent d'améliorer la littératie en santé. Donc ça veut dire par exemple limiter le fonctionnement en tuyau d'orgue, qui crée des ruptures de parcours. On sait que 73% des Français ont du mal à naviguer dans le système de santé français. Les difficultés perçues sont particulièrement élevées, par exemple, sur certains sujets. Et donc, on sait que c'est quelque chose qui est qui va être plus ou moins important pour faciliter éviter les ruptures et comprendre un peu mieux comment fonctionne le système. Également, réduire la concurrence entre structures. Par exemple, certains appels à projets mettent en concurrence des structures pour obtenir des financements, ce qui peut entraîner des ruptures de parcours également, des difficultés pour comprendre. On ne va pas utiliser les mêmes supports, on ne va pas utiliser la même façon de parler, on ne va pas transférer les dossiers, ou en tout cas, il va y avoir des difficultés où c'est la personne qui va transférer elle-même son dossier. Donc ça peut créer des problèmes et diminuer le niveau de littératie. Également, renforcer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite peut participer à la littératie en santé. Enfin, donc construire des politiques locales pro-littératie, ça veut dire aussi simplifier les procédures d'accès aux droits, améliorer la communication en interne à nouveau dans les structures pour faciliter justement la circulation de l'information, renforcer la participation des publics concernés dans l'élaboration des contenus, encourager des structures afin qu'elles prennent en compte la littératie en santé,
Par exemple, pour encourager les structures, ça peut être financer des formations, faire des grilles qualité pour accompagner, ça peut être mettre en place des véritables accompagnements pour développer la littératie organisationnelle, mais aussi limiter les doublons informationnels. Quand vous avez plusieurs sites Internet de votre structure qui coexistent, ça peut être un problème, et favoriser l'applicabilité aussi des informations, c'est-à-dire vraiment se poser la question du coût d'accès, du coût d'applicabilité des informations qui nous sont données. Voilà, sans plus tarder, je donne la parole à Delphine Thésée et je lui donne la main aussi sur le PowerPoint qui va nous présenter Culture et Santé. Bonjour à toutes et à tous. Merci du coup Julien et Marie pour vos présentations. C'était déjà très intéressant. Je vous propose déjà de commencer par appliquer une petite recommandation en santé, qui est notamment de se lever, de se mettre en mouvement toutes les 45 minutes. Et donc, je vais vous proposer de vous lever de votre chaise si vous le pouvez, ou alors de vous étirer, en tout cas, vous mettre un petit peu en mouvement le temps que je charge mon PowerPoint. Voilà. Alors, j'espère qu'il est visible par tout le monde. Donc, comme je disais, bonjour à toutes et à tous. Je suis Delphine Thésée, donc chargée de projet en promotion de la santé chez Culture et Santé. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en une vingtaine de minutes comment s'outiller, ou en tout cas vous donner quelques pistes pour améliorer l'exercice de la littératie en santé des publics que vous accueillez au sein de vos structures. Donc, juste pour vous dire, je suis française d'origine et je travaille chez nos amis belges depuis 6 ans maintenant et chez Culture et Santé depuis 1 an maintenant. Donc, Culture et Santé, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, donc c'est une association qui est active en Wallonie et à Bruxelles depuis plus de 45 ans, donc c'est-à-dire dans tous les territoires francophones en Belgique, et qui a pour objectif de réduire les inégalités sociales de santé. On est une équipe de 20 personnes, de formatrices, d'animatrices, créatrices d'outils, de graphistes et de documentalistes, puisque nous avons un centre de documentation qui est ouvert à tous les professionnels de santé et du social qui ont envie de venir s'outiller de nos outils, mais aussi d'autres outils. On a aussi beaucoup d'outils français qui atterrissent dans nos rayonnages. Donc, on a 3 secteurs d'activité, donc des activités en cohésion sociale qui permettent de travailler avec des publics, notamment via des cours d'alphabétisation ou de FLE, de français, langue étrangère, aussi des activités d'éducation permanente et de promotion de la santé. Peut-être que certains ou certaines nous connaissent parce qu'on a un site web assez complet qui regroupe tous nos outils. Et donc, tous les outils que je vais vous proposer, en tout cas présenter plus ou moins exhaustivement aujourd'hui, sont disponibles et téléchargeables en ligne. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Donc, comme je vous disais, moi, je fais partie de l'équipe de promotion de la santé. Donc, notre service est reconnu comme service support en matière de littératie en santé par la région bruxelloise et aussi la région wallonne. Ce qu'on appelle, nous, en tout cas, un service de deuxième ligne, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le terrain avec les publics, en tout cas dans notre équipe de promotion de la santé, mais on s'appuie bien sur les besoins qui nous sont remontés des équipes qui font plus du travail de terrain. Et donc, on a tout un volet d'accompagnement, de formation, mais aussi de production d'outils et de ressources. Et on peut donner des avis d'expertise, notamment sur les thématiques de littératie en santé.
ça nous arrive aussi du coup d'intervenir lors de webinaires ou d'autres conférences. Alors juste pour reprendre un petit peu ce qui a été dit par Marie et Julien, donc nous on a bien une vision très large de la littératie en santé, c'est-à-dire qu'on s'appuie beaucoup plus largement que sur les informations qui concernent les soins, mais bien sur toutes les informations que nous on dit pour la santé, c'est-à-dire toutes les informations de prévention, mais qui touchent aussi tous les déterminants sociaux de la santé. Donc typiquement comment trouver une salle de sport, comment inscrire son enfant à une école d'aide aux devoirs le soir, comment se faire rembourser, quelle mutuelle ou complémentaire choisir en fonction de mes besoins. Enfin voilà, c'est des choses qui ont très bien été illustrées par Julien dans la présentation précédente, donc je ne vais pas y revenir. Mais voilà, c'est l'ensemble de ces savoirs, compétences et motivations qui font la littératie en santé, et c'est comme ça que se base la présentation. Et donc, toutes ces compétences, savoirs et motivations sont nécessaires aux individus pour interagir avec les systèmes qui composent notre société. Il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer donc, le contexte de vie d'un individu et ses compétences qui lui sont propres. Il y a les capacités cognitives, la maîtrise de la langue, le réseau social, les compétences psychosociales, le registre culturel de la personne, les conditions de vie dans lesquelles la personne vit et ses caractéristiques individuelles qui interagissent donc avec les différents systèmes. Donc, ce n'est pas essentiellement les systèmes de soins et de protection sociale, c'est beaucoup plus large. Ça touche aussi les systèmes et moyens d'information qui sont développés au niveau sociétal. Et quand on met autre système, on nous demande souvent un exemple. Par exemple, ça va être, donc Julien en parlait tout à l'heure, la numérisation totale de la société. Donc nous, par exemple, en Belgique, on a Bruxelles numérique qui vient de passer. Donc c'est-à-dire que tout va passer par le numérique et donc forcément ça va venir impacter l'accessibilité et la compréhension des informations qui vont jouer du coup sur l'état de santé et le bien-être de la population. Donc voilà, je ne sais pas si ça semble assez concret, en tout cas on pourra en reparler, mais ça peut aussi toucher par exemple toutes les démarches ou l'organisation du système de demande de protection internationale des personnes. Donc, en partant de là, on voit qu'on peut agir aussi bien sur les individus que sur les systèmes. C'est ce que disait Julien juste avant. On peut choisir du coup d'agir sur les individus et sur leurs compétences ou d'avoir une approche beaucoup plus systémique qui remet en question nos systèmes, nos organisations et comment est-ce qu'on vient soutenir l'exercice de la littératie en santé de nos publics. Donc, si on commence par agir sur la littératie en santé des individus par des démarches, on va penser tout de suite à des démarches éducatives, en effet. Et donc, ça va commencer dès le plus jeune âge avec le développement de compétences de base. Donc, on va tout de suite penser à lire, écrire, comment calculer, communiquer. Mais ça va plus loin, ça va aussi aller jusqu'à exercer un esprit critique. Par exemple, comment une information nous est transmise, est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle correspond à mes besoins et à mon contexte de vie. Et ces compétences, elles se développent tout au long de la vie, même donc pour les adultes ou personnes qui sont un peu plus avancées dans l'âge, à travers des démarches qui sont basées sur les expériences qui sont vécues. Donc, si des personnes vont fréquenter des institutions de soins parce que finalement elles ont des problématiques de santé particulières, elles vont devenir plus ou moins expertes sur ces sujets-là et devenir peut-être personnes ressources pour leur entourage. Voilà, ça va dépendre aussi de leurs préoccupations, de leurs besoins et ça se fonde du coup sur... ça forme en tout cas un ensemble de compétences et de savoirs qui sont propres aux personnes et à leur contexte de vie. Ces compétences, elles se développent aussi en collectif, dans une approche plus active qui permet l'exercice des compétences. Donc là, on peut penser à toutes les animations collectives qui peuvent être faites dans différents contextes.
qui vont permettre de développer ces compétences et de faire aussi une analyse des freins et des leviers à soit la compréhension d'une information ou à son accessibilité. Voilà, donc par exemple, on pense aussi au comité de patients qu'il peut y avoir dans certaines structures sociales ou médicales qui permettent de voilà, remettre en question comment les informations sont accessibles pour le public. En tout cas, l'ensemble de ces démarches plus éducatives vont avoir pour objectif de poser des choix autodéterminés pour sa propre santé, donc c'est-à-dire avoir l'ensemble des possibilités pour pouvoir faire un choix pour sa santé. Et ce choix-là, j'insiste bien là-dessus, c'est pas forcément tout le temps suivre les recommandations de santé qui nous sont faites, c'est aussi poser une non-application, donc choisir de ne pas suivre une information qui nous a été donnée pour notre santé. Et la deuxième chose, deuxième objectif, c'est s'engager dans les enjeux de santé de la communauté. Donc, c'est-à-dire développer un sentiment d'appartenance pour aussi rentrer dans des dynamiques de participation citoyenne et d'amélioration du bien-être des populations en général. Donc, je le disais, la deuxième manière d'agir, c'est d'agir sur les systèmes. C'est ce que Julien abordait tout à l'heure. On parle de littératie en santé organisationnelle, donc c'est-à-dire d'avoir une vision beaucoup plus méta et qui peut s'appliquer aux institutions de soins et du social, mais plus globalement, qui concerne aussi le travail, le social. Donc, ça s'applique vraiment à tous les milieux qui ont des leviers social santé, aussi bien les hôpitaux que l'ARS, la CAF, le CCAS. Bon, j'ai essayé de reprendre des exemples français qui me revenaient. En tout cas, l'idée, c'est d'adopter des précautions universelles, c'est-à-dire de penser le message et l'organisation de nos organisations pour que celui ou celle qui a le moins de possibilités puisse la comprendre. Il y a encore là, une fois, un enjeu qui est très important, c'est l'équité en santé. Et donc, accéder à une information, pouvoir la comprendre, c'est répondre à un objectif de limiter les inégalités sociales de santé. Et donc, c'est vraiment un enjeu primordial qu'il faut mettre au devant de la scène. Et c'est pourquoi c'est vraiment très chouette de voir qu'il y ait autant de personnes qui se mobilisent sur ce sujet à travers ce webinaire. Donc, nous, on encourage vraiment une approche organisationnelle de la santé, puisque voilà, on est toujours sur des démarches de promotion de la santé et on sait très bien que des démarches qui sont centrées sur les individus, elles sont vraiment limitées puisque elles ne s'attaquent pas au structurel. Et donc, nous vous proposons de découvrir comment s'attaquer à des démarches organisationnelles. Donc, ces démarches organisationnelles, elles peuvent être soit à travers des interventions qui sont plutôt simples. Donc, Julien en parlait tout à l'heure. Ça peut être la conception ou la diffusion d'informations via des supports d'informations qui sont accessibles, visibles, enfin en tout cas visuels, qui permettent de visualiser les informations et accessibles par le plus grand nombre. Et plus ou moins complexes puisqu'elles peuvent aller jusqu'à des interventions qu'on va dire organisationnelles. Donc, pour vous donner un exemple concret, on va se dire, dans ma structure, dans mon cabinet médical, tous les nouveaux... je vais donner une formation sur la littératie en santé à l'ensemble du personnel. Ça va être une intervention déjà complexe, mais si on veut vraiment l'ancrer dans de l'organisationnel, il va falloir se dire on va avoir sur du long terme, permettre que ces actions soient pérennes sur vraiment la durée et que ce ne soit pas en fonction d'une ou plusieurs personnes qui ont cette motivation d'ancrer la littératie en santé, mais que ça devienne bien un projet et que ce soit inscrit dans la vision des organisations. Et alors, pour pouvoir passer dans de l'organisationnel, on va se dire, on va ancrer une formation sur la littératie en santé pour toutes les nouvelles personnes
qui sont engagés au sein de ma structure. Et alors là, on rentre sur quelque chose qui devient de plus en plus systématisé et qui rentre dans la politique de la structure. Et puis, ben, voilà, en dernière intervention, il y a le plaidoyer, justement, avec des recherches qui sont faites comme Litéragir, notamment, qui permettent de faire ressortir des recommandations pour les politiques et pour les pouvoirs publics. Donc, je vais vous donner quelques outils, en tout cas, pour des actions simples. Donc, au sein de Culture et Santé, on a produit ce qu'on appelle des fiches LISA, donc LISA pour littératie en santé. Et donc, une qui nous paraissait, qui a le plus de succès, en tout cas, chez nous, c'est comment rédiger un support d'information pour la santé qui soit visible et compréhensible. Donc voilà, tous ces supports, vous pouvez encore les retrouver sur notre site internet. Il est basé sur le guide Communiquer pour tous et toutes, du coup. Vous connaissez peut-être ce guide. C'est un guide qui a été produit par Santé publique France et voilà, Culture et Santé a participé à sa relecture. Ça permet d'avoir tout un tas de guidelines avec des spécificités pour les personnes notamment déficientes intellectuelles ou qui peuvent souffrir de déficiences visuelles. Voilà, et donc ça va de choses très concrètes sur il faut aligner son texte bien à gauche, mettre sa police taille 12, jusqu'à comment utiliser des supports visuels, comment utiliser les images, des recommandations de bien mettre des sous-titres sous les images pour que, par exemple, les personnes déficientes visuelles qui font des lectures via les documents PDF, des lectures de documents, en fait, quand le logiciel passe sur l'image, et ben, en fait, elles puissent lire la légende. Enfin, voilà, c'est des choses vraiment très pratiques avec des checklists que je vous encourage à consulter. Et ça va à vraiment des actions qui sont beaucoup plus complexes, qui peuvent du coup s'appliquer à vos organisations. Donc nous, au sein de Culture et Santé, on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait un besoin qui nous revenait du terrain, comme quoi les personnes ne savaient pas comment s'y prendre pour voilà, en tout cas améliorer la prise en compte de la littératie en santé des publics de certaines structures, et qui disait que ce qu'elle trouvait dans la littérature en termes d'auto-analyse des propres structures convenait plus à des structures type hôpitaux qu'à des plus petites structures d'accueil de public. Et donc nous, on s'est dit qu'on allait essayer de proposer en tout cas une offre de soutien pour des structures de première ligne plus ou moins petites ou moyennes. Voilà. Et donc on a développé une offre de soutien qui paraîtra début 2025, qui est composée de 3 outils. Donc la première étant un cours en ligne qui permet de découvrir le concept de littératie en santé et de littératie en santé organisationnelle, qui permet d'avoir les bases au sein d'une même équipe, de partager un langage commun. Et qui permet de passer à l'étape suivante. L'étape suivante étant une auto-analyse de sa propre structure à travers 7 domaines. Donc nous, on a isolé 7 domaines dans la littératie en santé organisationnelle, que sont, voilà, c'est des choses que Julien a abordées tout à l'heure, mais ça va être par exemple l'équipe et le personnel, les supports d'information, la communication orale, l'implication des usagers et des usagères dans la structure. Ça va être l'environnement digital et physique. Et donc, ces fiches d'auto-analyse vont permettre de vraiment faire un diagnostic, une réflexion interne qui permet d'avoir quelque chose de vraiment, une photographie de ce qui est fait selon votre contexte et vos ressources. Et alors, on ne s'arrête pas là puisqu'on a un deuxième outil qui permettra, à partir de ce diagnostic, de cette auto-analyse, de prioriser les actions et de se mettre en mouvement pour tendre en tout cas vers des actions
en tout cas des organisations qui soient pro-littératie en santé. On a bien conscience du contexte qui doit être le même en Belgique et en France, de structures qui sont clairement sous l'eau et pour qui ça peut paraître vraiment une démarche un peu titanesque. Nous, dans ce guide d'accompagnement, l'idée, c'est vraiment de faire petit pas par petit pas, tout en ayant un objectif d'avoir des plus grands pas, d'avoir des actions qui soient plus pérennes, et donc d'avancer avec les structures pour proposer des choses qui correspondent vraiment à leur contexte de travail. Et alors, un troisième outil, c'est pas encore mis en place, mais ce sera mis en place l'année prochaine suite à la parution du cours en ligne et du guide d'accompagnement. Mais on mettra en place des sensibilisations et des intervisions. Donc, c'est-à-dire que les personnes, les professionnels de santé qui représentent différentes organisations qui se mettent en projet pourront venir partager leurs expériences et échanger sur leurs pratiques. Voilà, ça c'était, bon, on voit pas ma petite vidéo, mais c'était un exemple de à quoi ressemble le cours en ligne. On a essayé de le rendre en tout cas le plus vivant possible. On a été interviewé des professionnels de santé dans une maison médicale et aussi une patiente, Yvette Briquet, qui témoigne en tout cas de son expérience en tant que patiente d'une structure. D'autres ressources et outils donc, de culture et santé. Celui-là, il est bien connu puisque ça fait quelques années qu'il est déjà paru. Donc, c'est la littératie en santé d'un concept à la pratique. Et donc, c'est un guide d'animation, notamment pour des animations collectives. Donc, il est composé en tout cas d'une partie théorique et d'une partie qui propose 11 pistes d'animation qui vous permettront d'animer des groupes, par exemple, sur la question de comment communiquer avec les professionnels de santé. Comment juger de la fiabilité d'une information pour la santé, comment trouver les informations pour sa santé. Enfin voilà, plein de pistes d'animation qui sont vraiment bien faites. Enfin, moi-même, je l'ai utilisé et je trouve que voilà, à chaque fois, il y a un exemple de pratique et ça peut vraiment vous guider si vous voulez organiser des animations collectives au sein de vos structures. Voilà, ça vous donne en tout cas quelques clés. Donc je parlais de la première tout à l'heure, on a donc les fiches Lisa, donc c'est plein de fiches, donc c'est très pratico-pratique, ça tient sur 4 pages. Et donc il y en a qui ont des thématiques transversales, donc par exemple sur la lisibilité d'un support d'information ou comment accompagner un groupe à s'intéresser à ces données de santé. Mais il y en a aussi qui sont plus adressés à des publics spécifiques, donc par exemple la littératie en santé des personnes âgées ou la littératie en santé des personnes sourdes. Voilà, je vous encourage à aller, en tout cas, les consulter. Elles sont aussi disponibles sur notre site internet. Et donc, j'y viens, notre site internet qui a été renouvelé. Donc, il a un espace thématique qui est dédié à la littératie en santé parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on est reconnu comme service support sur cette thématique. Et donc, il regroupe voilà, toutes les nouveautés, les ouvrages de référence, des dossiers thématiques avec plein de ressources, voilà, des vidéos que vous pouvez tout à fait consulter. Là, je vais partir sur des ressources qui ont peut-être un lien moins direct, moins évident sur la littératie en santé, mais qui sont quand même d'autres outils qui me paraissent intéressants, aussi produits par Culture et Santé. Donc, nous, on produit des focus santé, donc c'est-à-dire on essaye de mettre le focus sur des thématiques particulières. Et donc, là, on avait sorti la 5e édition qui était sur arriver en Belgique et être informé de ses droits sociaux et de santé, une question de justice, qui parlait voilà, du parcours et en tout cas des démarches à faire pour les personnes ayant un parcours d'exil et la question des non-recours aux droits au vu de l'organisation du système. Voilà, et donc ça met en avant des problématiques qui sont certes valables pour ce public spécifique, mais qui sont malheureusement aussi d'actualité pour un grand nombre de la population en général, on va dire.
Un autre dossier produit par Culture et Santé en collaboration avec Femmes et Santé, qui est une association qui a comme public spécifique les personnes s'identifiant comme femmes. Et Laurence Rosier, qui est une linguiste qui a collaboré avec nous pour écrire un dossier sur la communication inclusive, c'est bon pour la santé. Et donc, en partant de l'inclusion, donc au sens large du terme inclusion, ça ne s'arrête pas au point médian, mais à toutes les démarches qui peuvent permettre de soit mettre en avant des personnes qui sont qui font partie de minorités et qui du coup sont il me reste 2 minutes, je vais aller vite. Voilà, en tout cas, je vous laisse aller lire ce dossier qui est vraiment intéressant. Peut-être que certaines connaissent Enjeu Santé, qui est un de nos outils aussi phares, qui est un outil qui permet d'aborder tous les déterminants sociaux de la santé à travers 78 cartes. Il y a une piste d'animation qui est vraiment intéressante puisqu'il permet de questionner justement les recommandations de santé. Donc, par exemple, ne pas fumer pendant sa grossesse, manger 5 fruits et légumes par jour, je ne sais pas, d'autres recommandations qui peuvent en tout cas amener des freins, mais aussi des leviers pour pouvoir les appliquer et donc pouvoir questionner ça avec un groupe, mais aussi avec des décideurs politiques ou des organismes qui émettent des recommandations de santé. C'est aussi intéressant de montrer qu'il y a d'autres déterminants structurels qui peuvent venir freiner l'application de ces recommandations. Le fonctionnement des mutualités. Mutualité, c'est la sécurité sociale en France. En Belgique, c'est géré par des corps intermédiaires, et ce qui fait que c'est un système vraiment complexe. Pour vous dire, moi, en tant que Française qui suis arrivée en Belgique, au début, j'étais perdue dans le système de soins, alors que je suis clairement une professionnelle de la santé, et il m'a fallu mettre du temps pour comprendre qu'il fallait que j'aille m'affilier dans une mutualité. Je ne savais pas laquelle choisir. Enfin voilà, c'est des questions qui sont abordées dans ce guide et qui permet des animations collectives sur ces questions. Et donc, voilà, j'imagine que c'est transposable aussi en France. Ça, ce sont 2 rapports qui sont assez intéressants. La Fondation Roi-Baudouin, donc c'est vraiment un acteur de changement en Belgique puisque c'est une fondation qui dispose de pas mal de moyens pour en tout cas soutenir des pratiques innovantes. Et donc, ils ont commencé à s'intéresser à la littératie en santé en 2018 en soutenant 24 projets sur la littératie en santé. Donc, il y a un rapport qui est paru sur ces projets, justement. Et en sont sortis des constats que, justement, il fallait plus agir au niveau organisationnel. Et donc, on est sorti un 2e financement en 2022. Et ils ont financé 18 projets plus de littératie en santé organisationnelle que nous avons accompagné. Et donc, vous trouverez justement les enseignements de ces 18 projets que vraiment, là aussi, je vous encourage à lire avant de vous lancer dans un projet de littératie en santé organisationnelle, puisque c'est vraiment très intéressant. Et alors, voilà, finir sur un outil d'auto-évaluation des institutions de soins qui a été publié par Gilles Enrard, donc un médecin-chercheur de l'Université de Liège, qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, mais qu'on a réadapté avec lui et notamment Stéphane Van der Broek, dont on parlait au début de la présentation, pour construire le guide d'auto-analyse et d'accompagnement qui sortira en 2025. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Merci Delphine pour cette présentation extrêmement riche et claire. Peut-être si certains ont des questions, il peut être temps de prendre la parole. Bénédicte Lalleron, je vois que la main est levée. Je voulais juste faire féliciter Delphine. Pardon, je voulais envoyer un petit applaudissement et je me suis trompée. Félicitations. Ça arrive, ça arrive.
Est-ce que peut-être il y a une question dans la discussion qui concernait, en tout cas une question qui me semble moi avoir besoin d'être un peu précisée sur les patients experts, patients partenaires. Qu'est-ce que vous attendiez comme quelle était la question précisément? Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole ou si d'autres. Oui, bonjour. Oui, Donc Marina Petit, bonjour. oui, c'est moi qui a posé la question. En fait, j'aurais voulu savoir si, par rapport justement à votre étude, donc auprès des personnes du CHRS, est-ce que vous avez eu l'occasion de parler justement de patients partenaires ou des gens justement qui se sont rétablis et qui peuvent apporter leur expérience auprès d'autres patients? Puisque là, on est un peu dans l'autodétermination. Euh, Donc, Oui, merci pour la question. Pour répondre sur le projet Litéragir, alors oui. effectivement, il y a eu donc pas forcément des gens qui étaient patients experts, parce Mhm. que il me semble que c'est quand même un statut bien particulier, celui de patient expert, qui suppose des formations, tout ça. Ça, j'ai pas eu accès à des personnes comme ça. Ça veut pas dire qu'elles n'existent pas. En tout cas, je sais qu'il y a des réflexions qui sont menées à l'heure actuelle aussi sur des pères aidants, mais du coup issus aussi de la grande précarité. Par contre, effectivement, il y avait des personnes qui souhaitaient. Donc, tout d'abord, j'ai vu du coup dans cette étude, ou en tout cas dans ce diagnostic, qu'il y avait vraiment le soutien social était important, et du coup, le fait que certains consomment, donnent des conseils à d'autres, qui avaient une vraie situation d'entraide, qui était en plus beaucoup plus, qui avait d'autant plus de sens que la relation avec les professionnels de santé était compliquée. Donc là, il y avait vraiment une relation d'entraide. Par contre, il y a aussi, et il faut prendre en compte cet élément-là, il y a aussi dans la hiérarchie sociale, on va dire, du monde de la rue, ça a été plutôt bien identifié par des chercheurs sur le sujet, la figure du toxicomane est extrêmement repoussoire. C'est-à-dire c'est une figure auquel on essaie ou dont on essaie de se détacher, que ce soit pour les gens qui consomment, c'est vraiment les personnes qui sont les plus bas dans la hiérarchie sociale, dans la rue, en tout cas chez les personnes qui ont eu une expérience de rue. Et du coup, donc effectivement, il y en avait pas mal qui disaient, ben, moi j'aimerais bien participer à j'aimerais bien intervenir, pouvoir partager ce que je connais, mes informations. Et puis c'est des gens en fait qui ont aussi beaucoup d'informations sur la consommation elle-même, sur les produits. Des gens qui vous racontent, moi j'avais aucune idée de ça, des gens qui vous disent, ben, moi quand j'ai un rhume, je peux pas prendre de cachets normaux parce que ça n'a aucun effet sur moi qui ai une carrière de consommation d'héroïne, de cocaïne, tout ça. Donc il dit, bah moi je suis sous Subutex, mais je reconsomme un peu quand je suis malade. Il y a une vraie agentivité en fait chez ces personnes-là et une vraie demande chez certains de participer et de pouvoir échanger avec d'autres. Mais des fois, ils se font railler aussi par ceux qui consomment pas ou qui consomment moins, qui sont un peu dans le déni à ce sujet-là. Voilà. D'accord, merci. Mais il y a un vrai rôle hein, des patients experts et des patients partenaires, ou peu importe, mais en tout cas des personnes concernées dans la littératie en santé, ils peuvent jouer sur toutes les dimensions. Voilà. Est-ce qu'il y a Ok. d'autres questions éventuellement? Merci beaucoup pour votre question. Alors, je vois une question dans le... Oui, Jean-Louis Gilles, je vous invite à prendre la parole, à désactiver votre micro et puis à le... Alors, je me Ah, posais la super. question dans tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. On parle pas du tout des personnes, on parle un peu des personnes âgées, mais on parle pas de l'entourage, c'est-à-dire des, des EHPAD, euh, des maisons qui font des maisons d'accueil, etc. Mm. Et là, je vois pas comment on peut aider pour la santé, parce que bon, on est très, moi, je suis très touché parce que à cause de l'âge, mais de mon âge d'abord, mais aussi de l'âge de mes proches. Voilà. Euh, Je ne sais pas si je, c'est une je- bonne question, j'en sais rien si c'est pas une bonne question. Vous le C'est une savez, très hein. très bonne question. C'est vrai qu'on a essayé d'aborder aussi de sorte à ce que on ne soit pas que sur de la santé pure, donc essayer d'élargir. Oui, En oui, je revanche, suis d'accord. en termes d'EHPAD et de maisons d'accueil, et je laisserai peut-être aussi, enfin je sais pas, Delphine, il ne faut pas hésiter aussi à prendre la parole, Marie Persegny aussi, hein, bien sûr sur ces questions-là. Mais il y a quand même des choses en termes de littératie organisationnelle, que ce soit sur le vieillissement, par exemple, sur ce que ça affecte, former les professionnels pour mieux comprendre ça, pour qu'ils puissent faire en sorte aussi de se mettre au rythme
des personnes, il y a des choses dans le... vous le disiez, hein, dans des maisons d'accueil, dans des EHPAD, je sais qu'il y a des gros travaux qui sont faits sur repenser aussi l'aménagement intérieur pour qu'il soit plus clair, plus compréhensible, pour pouvoir permettre à des personnes en fait, qui ont des difficultés et des troubles cognitifs liés à l'âge, à pouvoir continuer Oui. à se déplacer dans les établissements. Enfin, il y a vraiment des choses. Mais là, Euh, je crois qu'il y a un si vous me permettez, là, je Oui, pense qu'il y a allez-y. un gros travail à faire. Oui, Que les non, non, je dis parce que les professionnels, et ils sont pleins de bonne volonté, oui. mais il faut leur donner un coup de main. C'est tout. Je vous Ah oui. remercie. Non, non, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Et pour l'instant, je pense que de la même manière, Delphine Thésée montrait, ils avaient produit quelque chose sur accueillir des personnes des personnes âgées euh, euh, et c'est vraiment quelque chose. Il y a des thématiques. Vous voyez, par exemple, sur l'addiction en CHRS et sur l'addiction, il y a très peu de choses qui ont été produites en termes de littératie en santé. De la même manière, Voilà. je ne connais pas bien s'il existe des choses spécifiques qui ont été faites sur les personnes âgées. On sait que c'est un public particulièrement vulnérable, mais comment travailler des contenus, des informations, comment accompagner une personne en tant que professionnel de santé pour améliorer sa littératie en santé, sachant aussi que c'est des personnes qui vont être confrontées à des problématiques liées à la santé. Donc voilà, c'est des choses peut-être qui peuvent être Non, assez importantes. et j'ajouterais aussi que quelquefois, je l'ai constaté personnellement Hum. dans les crèches, c'est important aussi d'aider les professionnels. Ils sont pleins de bonne volonté tous, Bien sûr. souvent, la plupart, mais il faut les aider. Merci. Merci beaucoup. Ouais, moi je voulais juste bien compléter aussi. Je pense qu'il y a une question d'une part de bonne volonté, comme on dit, mais je pense que la problématique est quand même beaucoup plus structurelle et je pense que ça demande des moyens. On parlait de contexte de vie des personnes, on peut aussi parler de contexte de travail dans lesquels les personnes, voilà, les professionnels de santé, du social exercent et donc tout simplement de se faire bien comprendre, d'avoir les compétences pour bien communiquer avec le public qu'on accueille. Ça demande du temps, ça demande de la formation et donc ça demande d'investir dans les politiques de santé et du social et donc d'avoir des formations, par exemple de teach back. Je ne sais pas si vous êtes familier à ça, mais donc ça veut dire faire répéter les personnes pour s'assurer que nous-mêmes, nous sommes bien compréhensibles et clairs dans les informations qu'on donne aux personnes. Ça s'apprend. Ça s'apprend de se dire à la personne, est-ce que vous voulez bien me répéter ce que je vous ai dit pour voir si moi j'ai été bien claire dans les informations que je vous ai transmises, sans être culpabilisante avec la personne en face. C'est des techniques de communication qui doivent être financées par nos pouvoirs publics. C'est là aussi tout l'intérêt de s'intéresser à la littératie en santé organisationnelle, puisque du coup, ça ne tient pas que des individus, mais la responsabilité, elle vient de nos organisations et de nos systèmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, en parallèle, on vous propose aussi pour notre évaluation voilà, de répondre à ce petit questionnaire. Mais s'il y a d'autres questions, j'avais vu la question mais à laquelle Marie Godefroy a apporté une réponse hein, sur les équivalents de culture et santé. Effectivement, Santé publique France produit des choses, mais on a aussi nos propres promotions santé Grand Est où tous les promotions santé ont aussi une vocation à produire, à relayer aussi ce qui est produit par Culture et Santé. C'est vrai qu'on a l'occasion de travailler ensemble des fois. En tout cas, moi, j'avais eu l'occasion d'être formé un petit peu par Culture et Santé sur la question de la littératie. Marie Persiani, Oui, je t'en prie. merci déjà aussi, merci à Delphine, merci pour les interventions et vos retours aussi. C'était très riche. Effectivement, on a aussi la question de la production d'outils et on a aussi tout l'accompagnement. Je crois, comme le disait Delphine, c'est vraiment la question aussi de comprendre les contraintes, les contextes dans lesquels les professionnels travaillent et qui vont souvent pouvoir peut-être limiter leur pouvoir d'action aussi. Donc, on a un gros plaidoyer à faire. Et je pense que tous, toutes, là, dans ce webinaire, nous pouvons aussi porter ce plaidoyer parce que c'est vrai que ça veut dire qu'il faut mobiliser les directions d'établissement, faut qu'on faire comprendre les enjeux. Et les enjeux sont très forts puisqu'on voit bien
qu'il est question d'améliorer la santé des personnes qui, au départ, ont le moins de chances et de ressources pour pouvoir se saisir des ressources qui sont mises à disposition pour pouvoir réellement faire des choix par rapport à leur santé. Donc, c'est vrai que nous aussi, on est très militants par l'aspect plus environnemental de la littératie en santé, où à la fois les acteurs, mais aussi effectivement les décideurs, les chefs d'établissement, les chefs de service, etc., selon les milieux et les champs d'intervention, ils doivent aussi, je pense, quand même prendre conscience de cette importance de la littératie. C'est un nouveau mot, mais effectivement, il s'agit bien de travailler avec les personnes sur leurs sujets de préoccupation, sur les questions qu'elles se posent, etc. Et on voit bien aussi l'importance donc de faire évoluer nos pratiques, malgré tout, de professionnels, d'être beaucoup plus centrés euh, sur la personne, sur ses possibilités, et parfois revenir à des choses peut-être plus simples, hein. On l'a dit aussi, sortir de nos jargons professionnels, et nous aussi dans la promotion de la santé, on jargonne beaucoup et on voit combien eh ben, on peut ne pas être accessible à tout le monde. Donc c'est vraiment important aussi effectivement de prendre conscience de cela pour s'améliorer toujours et le faire collectivement avec cette approche participative aussi des publics. Pardon. Est-ce qu'il reste une toute dernière question, des échanges que vous voudriez avoir, des interrogations? Il y avait eu cette question sur... merci en tout cas à tous, hein. Il y avait eu la question sur la bibliographie, mais j'ai vu que Delphine l'avait repartagée. Sinon, à nouveau, on vous invite donc à laisser votre avis concernant, enfin voilà, concernant cette présentation. N'hésitez pas également à nous écrire, hein, à nous appeler, à nous contacter en tout cas, s'il y avait d'autres questions qui vous viendriez en dormant sur ces bonnes informations justement sur ces éléments. Et merci pour la participation de tous. Je pense que nous allons pouvoir bientôt conclure, ma foi. Merci à vous, en tout cas. Merci Delphine d'avoir participé aussi. Merci aux intervenants, merci aux collègues de promotion. Mais ouais, merci beaucoup Delphine d'être venue. Vous êtes venu de loin. C'est ça, de très loin. Mais surtout, ouais, voilà, enfin, ouais, d'avoir accepté cette invitation. Puis en ce moment, c'est vrai que tout le monde est un peu malade dans tous les sens. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Eh bien, donc merci beaucoup, merci à tout le monde, merci aussi pour vos commentaires Oui, positifs qui sont ça fait plaisir. voilà, qui font plaisir. Et merci aussi à Julien, puisqu'on t'a pas remercié aussi de ton intervention. Donc, nous vous souhaitons à toutes et tous bonne continuation, bonne poursuite, et n'hésitez Oui. pas à revenir vers nous si vous avez envie de plus d'éléments. Je vois que Céline a levé la main. Oui. Ou c'était pour essayer d'applaudir ou c'était ou pas? Si c'est Céline André-Jean, oui, j'ai applaudi. Ah non, mais c'est une autre Céline. Voilà, mais je pense que c'est des applaudissements. Il y a des mains qui sont levées puis qui sont redescendues. Monsieur Gilles a de nouveau la main levée. Bon, en tout cas, merci à tous à nouveau. Je Je voulais m'associe à ce simplement qu'ils viennent de dire, dire. moi, Ah, allez-y. je me demande comment les professionnels peuvent faire quand les gens ne parlent pas. C'est-à-dire comment on peut aider les professionnels à écouter des gens qui sont soit muets parce que bon, et qu'on ne connaît pas la langue des signes, mais aussi des gens qui sont enfermés dans leur souffrance et dans leur maladie, ou bien dans d'autres choses. Je vois par exemple, je connais un ESAT qui a des psys
dans ces actes-là, on a, j'allais dire, quand les gens sont malades, il faut que ça arrive après, c'est trop tard. Comment les faire parler, comment écouter, etc. C'est jamais compris. J'ai été administrateur dans ce sujet, sur cette maladie-là, dans ces actes-là, et je dis que je comprends, j'ai du mal à saisir comment on peut faire. Voilà, c'est ça c'est le peu, comment on peut. Voilà. Oui. C'était ça Peut-être ma question. Merci. Je ne sais pas si c'est une réponse qui est tout à fait convenable par rapport à la question que vous posez, qui est effectivement hyper importante et qui pose vraiment des questions sur notre système. Il y a par exemple des choses qui ont été produites sur, par exemple, les personnes, tout ce qu'on considère comme la culture sourde, où en fait il y a tout un ensemble de contenus qui existent, même si chez les gens qui ne parlent pas, mais chez les gens qui n'entendent pas. La compréhension d'une information en santé, elle va vraiment dépendre de ça. Donc effectivement, il peut y avoir un lien à faire avec les personnes qui ne parlent pas. Par contre, à nouveau, c'est pas à mon avis, l'une des réponses, c'est de dire c'est pas quelque chose qui est que du ressort des professionnels de santé. C'est des gens qui parlent pas, mais dont les parents vont très bien comprendre, ou les proches vont très bien comprendre ce qu'ils ont à dire, même si effectivement, je comprends bien que c'est que derrière, mais il y a des signes, et c'est aussi comprendre et se faire comprendre aussi, c'est des choses, mais qui suppose d'avoir du temps, de pouvoir passer du temps avec les personnes, de pouvoir être entouré, ça suppose un soutien social. Enfin, je ne sais pas si, je pense pas que ça réponde à la question, mais en tout cas, merci. Et on va peut-être du coup conclure sur ces mots si ça vous va. Je vous remercie à nouveau tous. Je remercie tous mes collègues. Delphine, merci beaucoup. Marie, merci. Émilie, merci. Marie, Godefroy aussi, merci d'avoir pu, parce que tout ça, c'est un travail collectif aussi, hein, donc on a réussi tous ensemble pour faire ce webinaire. Merci à tous. Non, là, ça va, je m'en étais fait chauffer, Voilà. que j'en peux pas beaucoup aujourd'hui. Bon, allez. Je mets fin à la réunion.